Merci à tous pour être présents ce soir au cours de ce webinaire. C'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du DU Piloter, animer, évaluer la prévention et la promotion de la santé, qui est mis en place cette année à l'initiative donc, de l'ISPED évidemment et de Santé publique France. C'est un webinaire notamment qui s'inscrit dans le cadre d'un des trois modules de ce DU, et notamment le module piloter la prévention et la promotion de la santé. Dans ce cadre-là, il nous est paru intéressant avec Olivier Ramatario, qui coordonne en partie ce module, d'avoir la parole des directeurs généraux d'agences régionales de santé sur la question de la prévention. Elle est particulièrement à l'honneur, la prévention, en ce moment, dans le cadre de la gestion de la crise, mais elle est à l'honneur aussi depuis avant la gestion de la crise, avec le virage préventif, les rapports qui s'accumulent sur le fait de devoir mettre davantage la focale sur la prévention et la promotion de la santé, y compris d'ailleurs dans le système de soins. Et c'est donc dans ce cadre-là, en fait, que nous avons sollicité deux DG d'ARS que nous connaissons très bien, mais que je laisserai se présenter par eux-mêmes. Clara Debord, qui dirige l'ARS de Guyane, et Benoît Elbod, qui dirige l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Ils ont tous les deux en plus un parcours un peu atypique. Ils sont face à des problématiques et des organisations qui sont propres à leur territoire. C'est pour cette raison que nous les avons sollicités. À la fois parce qu'ils ont sûrement des problématiques communes, mais aussi parce qu'ils ont évidemment des caractéristiques très différenciées sur leur territoire qui font qu'ils n'approchent certainement pas cette question de prévention et de promotion de la santé tout à fait de la même manière. Et c'est vraiment l'enjeu de ce webinaire de pouvoir approcher ça. Je vais arrêter là cette petite introduction et demander honneur aux femmes, à Clara, de dire quelques mots peut-être avant de commencer les questions. Ça sera vraiment un jeu de questions-réponses, hein. Il n'y a pas de présentation formelle. Mais je vais présenter à Clara peut-être, demander à Clara de se présenter quelques minutes. Ensuite, je donnerai la parole à Benoît pour qu'il le fasse de son côté. Et puis ensuite, je reprendrai l'animation de ce webinaire. Je tenais d'abord à les remercier chaleureusement. Je les connais bien tous les deux. Et vraiment, je sais qu'ils me font amitié d'animer ce webinaire-là. Clara, je te laisse te présenter. Merci, chère Linda. Merci à tous de prendre le temps de vous connecter pour échanger avec nous. Alors, je suis en Guyane depuis un peu plus de 2 ans. Je suis de formation directrice d'hôpital. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans des établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, en psychiatrie d'abord, en CHU ensuite. Puis, j'ai rejoint mes amis Linda Cambon, enfin c'est elle qui nous a rejoint d'ailleurs, et Benoît Elbod en cabinet ministériel, donc il y a déjà quelques années. Puis, j'ai travaillé en administration centrale à la DGOS, en agence sanitaire à Santé publique France. Je dirigeais la réserve sanitaire et je suis désormais donc directrice générale de l'ARS de Guyane. Donc un parcours qui n'est pas orienté au départ du tout sur la prévention, promotion de la santé, mais plutôt sur l'offre de soins. Mais je découvre avec bonheur ces thématiques, avec fraîcheur même, dirais-je, des thématiques qui sont d'une immense complexité, mais d'une grande richesse en Guyane, à la fois au plan technique, pratique, mais aussi éthique parfois. Et comme je l'ai dit en préparant ce travail avec toi, Linda, on a parfois, quand on meurt de faim, il n'est pas temps de faire un régime. Et on ne va pas dire aux gens de manger des légumes verts quand en fait ils n'ont rien à manger. Donc on doit bien travailler l'articulation de nos différentes politiques publiques entre la prévention et le développement de l'offre de soins. Parfois ce sont des sujets qui sont presque concurrentiels, tant sur notre temps qu'au plan de nos éléments budgétaires, mais c'est bien la promotion de la santé et surtout, et aussi, puisque ça c'est intrinsèque, la compréhension du mode de vie des populations et l'absolue nécessité d'être sur place pour essayer de percevoir ce que l'on ne peut pas percevoir à distance, des éléments bien sûr de climat, ça c'est tout bête, mais aussi des éléments sur la distance. Quand on a fait la distance, quand on est allé à Trois-Sauts, par exemple, sur l'Oyapock,
comme les populations, c'est-à-dire qu'on a passé 2 jours sur une pirogue à se prendre des seaux d'eau, puisqu'il faut 2 jours de pirogue pour rejoindre 3 seaux. On comprend un peu mieux, on anticipe un peu mieux les particularités de la prévention, promotion de la santé et même de l'accès aux soins dans ces territoires extrêmement enclavés et ces populations qui n'ont pas du tout les mêmes références culturelles, symboliques que nous. Et je m'arrêterai là, mais juste un détail. Parler du Covid et surtout même dessiner des affiches sur le Covid en mettant une bête à picot, ça parle aux gens qui sont de culture occidentale, ça ne parle pas du tout à des personnes qui n'ont pas le même vocabulaire symbolique que nous. Et donc, nous sommes obligés, et parfois c'est très difficile, d'essayer de déconstruire nos propres modes de représentation jusqu'à nos propres alphabets et nous mettre vraiment à un niveau, et enfin, considérer qu'en fait on ne sait pas. Et c'est là que tout peut commencer. Donc, voilà. Merci beaucoup, Clara. Je vais laisser Benoît se présenter. Bonjour à tous, donc merci de m'avoir invité. On est en train de m'apporter un autre ordinateur, donc j'espère avant la fin de la webconférence, vous voyez mon visage. Alors, donc moi je suis médecin de santé publique, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine depuis le mois d'octobre, donc très récemment. Mais avant, j'étais conseiller médical du directeur général de la même ARS pendant quelques années et j'ai été dans plusieurs ARS et un passage dans des groupes de cliniques privées. J'étais en effet aussi avec Linda et Clara, nous étions ensemble au cabinet de Rosine Bachelot et j'étais moi-même donc dans le pôle santé publique où en tant que médecin de santé publique, je croyais que je connaissais tout de la prévention, mais c'était avant de rencontrer Linda et où j'ai compris que ce n'était pas juste parce qu'on était médecin de santé publique qu'on connaissait la prévention et qu'il faut être très modeste sur ces sujets de prévention et que c'est vraiment des domaines d'expertise très particuliers et que la prévention englobe en fait énormément de choses et qu'au sein de la prévention, il y a des multiples compétences spécifiques et de dire qu'on connaît la prévention, c'est comme de dire qu'on connaît la médecine. Ça ne veut rien dire. Personne ne connaît toute la médecine et personne ne connaît toute la prévention. Et c'est vrai qu'au début, je trouve qu'on c'est bien d'être très modeste quand on parle de prévention et de l'ensemble de ce qui se cache derrière ce terme. Et donc, c'est vrai qu'après une carrière en agence régionale de santé, en cabinet, petit à petit, je ne suis pas le plus mauvais maintenant, je pense, mais au fur et à mesure que j'avance, je vois qu'il me reste beaucoup de choses à apprendre, d'autant plus que la prévention, comme les autres domaines, le niveau de connaissance sur ces sujets évolue rapidement et beaucoup dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à jour régulièrement sur le niveau de connaissance s'agissant de la prévention. Et donc, même quand on a rattrapé son retard, si on n'y est pas constamment dedans, on peut vite reprendre du retard. Voilà, donc en tout cas, très content d'être aujourd'hui parmi vous pour faire partager cette modeste expérience sur la prévention. Merci beaucoup, Benoît. Alors, ma première question, justement, elle est dans la ligne de ce que vous avez commencé à développer. Tous les deux, vous avez évoqué finalement la complexité de ce domaine-là, la prévention, la promotion de la santé et le fait qu'en effet, ce n'est pas tant une formation disciplinaire qui permet de l'appréhender qu'une position modeste qui essaie de comprendre en fait comment les choses s'enracinent, comment les comportements s'enracinent et qu'on voit bien qu'il y a des enjeux différents sur les territoires en fonction des populations. Alors, ma première question, elle est vraiment sur cet aspect-là et tu l'as un petit peu abordé aussi, Clara, quand tu nous as fait ta petite mise à jour du territoire de la Guyane, de la manière dont les populations en fait, se partagent la Guyane. Quels sont, du point de vue du DGARS Guyane, les grands enjeux autour de la prévention en Guyane? Qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner, pas fonctionner? Comment tu prends en compte cette diversité des populations, des cultures, cette différence d'accès aux services voilà, sur ce territoire-là? Alors, quitte à se répéter, je le redis, d'abord en étant convaincu qu'on ne sait rien, ce qui n'est pas simple, et c'est pas simple parce qu'autour de nous, on est entouré de gens qui croient savoir, qui croient qu'il suffit de faire des spots à la télé ou de faire
d'expliquer aux gens qu'il ne faut pas faire de fête pour qu'ils ne fassent pas de fête. Alors que quand on s'interroge soi-même sur son propre comportement, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a un travail aussi de déconstruction des représentations sur ce que c'est que la prévention à faire avec nos partenaires, nos interlocuteurs, en tout cas ceux qui ne sont pas dans ce champ précisément. Et je pense notamment aux élus qui parfois sont très, très investis et très volontaires dans ces sujets, mais qui parfois, comme beaucoup d'autres personnes, ce sont très représentatifs, abordent le sujet parfois sous un angle moral et sous l'angle d'expliquer les choses aux gens qui sont un peu bêtes et qui n'ont rien compris, et qu'une fois qu'ils auront compris, alors ils appliqueront les prescriptions, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Il y a donc d'abord ce premier obstacle qui demande, enfin, je pense, des années de travail et qui n'est jamais terminé. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, la déconstruction de ses propres croyances sur le sujet. Mais parfois, ça percute complètement avec des valeurs que nous avons, que nous partageons, j'espère, autour de cette grande table, qui sont par exemple des valeurs d'égalité. À la fois, les Guyanais sont des Français comme tout le monde, hein, évidemment, comme tous les autres, et parfois c'est bon de le rappeler, et ce n'est pas toujours une évidence, loin s'en faut, pour les métropolitains, je veux dire. Mais en même temps, il n'est pas question d'appliquer de la même façon les politiques nationales, puisque par principe, elles ne sont pas adaptées. Ça ne veut pas dire que la Guyane est en retard ou en avance. Il n'est pas question d'une course, d'une quelconque course. Il y a des domaines dans lesquels je suis absolument convaincue que la Guyane est meilleure que les autres territoires, ne serait-ce que parce qu'elle rencontre des contraintes depuis très longtemps, très fortes, et que des innovations ou des adaptations ont été trouvées de façon évidente et dont la métropole aurait bien besoin de s'inspirer. Mais la tension entre l'égalité, qui est une valeur très forte, une valeur républicaine très forte dans notre pays, et l'adaptation est parfois extrêmement difficile à trouver. Et puis, on a aussi, et peut-être on reviendra là-dessus, des tensions entre, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, entre des logiques de santé communautaire et des prescriptions de politique publique. Quand nous avons... Il y a quelqu'un qui prend la parole. Benoît, tu peux couper ton micro peut-être, merci. Quand nous développons une politique de santé communautaire, c'est-à-dire, et peut-être on reviendra dans les détails, mais le fait de faire émerger par les populations elles-mêmes des projets favorables à la prévention du suicide, puisque en l'occurrence c'est ça le sujet, enfin, l'un des sujets, et que ces projets, dans leur mise en œuvre concrète, relèvent d'organisation, de matchs sportifs, d'ateliers de fabrication d'un arc, de trucs autour de la pêche, enfin, bon, mais qu'il n'y a rien sur les violences faites aux femmes, alors que c'est un sujet dont nous savons, dont la science nous dit que c'est un facteur qui aggrave le risque suicidaire, violence faite aux femmes, violence familiale, addiction, et que tous ces sujets dont nous savons qu'ils sont des facteurs qui peuvent générer, qui peuvent accentuer le risque suicidaire, ces facteurs ne sont pas abordés, en tout cas pas dans un premier temps, par les populations auxquelles on a donné les clés, et on voit enfin Benoît et sa coupe de cheveux, eh bien, c'est très compliqué de se dire on donne les moyens aux populations de développer une politique de santé publique favorable à la prévention du suicide. Cette population ne choisit pas les sujets que nous pensons les plus efficaces, en tout cas, elle ne les choisit pas directement. Et lorsqu'il s'agit de dire, on ne nous le pose jamais comme ça la question, mais combien d'argent vous avez mis sur la lutte, la prévention des violences faites aux femmes, par exemple dans ces territoires-là, eh ben, on est bien en peine de répondre, et toutes les pratiques de reporting et d'évaluation des politiques publiques percutent avec ces approches autour de la santé communautaire qui ne peuvent pas
avoir de résultats ni à court terme, ni fixés sur un objectif de santé publique thématique. Et ça, c'est une vraie grande complexité absolument passionnante. Est-ce qu'on peut se permettre quelque part de confier les clés aux populations et d'inventer seulement, ce qui est déjà beaucoup, un système permettant par exemple l'accès à des financements de façon très simple, l'équivalent un peu du microcrédit, c'est-à-dire vous inventez les projets de santé que vous voulez et nous, on facilite l'accès à l'argent dont vous avez besoin pour ces projets. Mais quelque part, comment est-ce qu'on évalue? Et est-ce qu'on doit s'interdire d'évaluer? Non, on doit quand même faire attention, c'est de l'argent public et il ne s'agit pas qu'ils en fassent n'importe quoi. Mais comment est-ce que du coup, on exprime des choses sur l'évaluation de politiques de santé publique thématiques sur lesquelles nous sommes par ailleurs attendus et évalués. Donc, après, les problèmes de santé publique, de façon plus générale, pour revenir à ta question, ils sont extrêmement nombreux. Des questions sur la santé sexuelle et reproductive, qui sont quand même des sujets absolument majeurs, les maladies infectieuses, et tout ce qui tourne autour de la périnatalité, de la parentalité, sont des sujets clés. On a aussi des enjeux absolument majeurs en santé-environnement. Nous avons des taux de saturnisme qui sont 40 fois plus élevés qu'en métropole, hein, non pas parce qu'on a des tuyaux en plomb, mais parce que les sols sont imprégnés de plomb, les chasseurs chassent avec des plombs de chasse qui sont ensuite ingérés par les enfants, les femmes enceintes ou par les poissons, etc., et puis qui sont aussi concentrés par le manioc qui lui-même est travaillé avec des outils qui parfois sont réparés avec du plomb. Bref, le saturnisme est une catastrophe en Guyane. Nous fabriquons des générations d'enfants handicapés, mais des générations, c'est plusieurs dizaines d'enfants qui naissent handicapés à cause du saturnisme en Guyane. Et puis, la question du mercure, qui est également une source d'intoxication absolument majeure, notamment du fait de l'orpaillage et puis du mercure qui est lui-même dans la nature. Donc, on a des enjeux autour de l'alimentation qui sont extrêmement importants, et puis une incidence du diabète et de l'obésité qui sont tout à fait majeures dans notre territoire comme dans beaucoup de territoires ultramarins, un accès à la prévention, au dépistage et à l'offre de soins qui est très limité. Aujourd'hui, si vous avez un accident cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, il n'y a pas d'offre de soins en Guyane pour vous prendre en charge. Et donc, soit il y a un vol Air France, vous faites votre AVC au moment où il y a un avion qui va décoller pour les Antilles, et tant mieux. Si vous n'en avez pas, eh ben, tant pis. Merci, merci Clara pour cet éclairage. Benoît, j'imagine que ce n'est pas la même complexité, quoique peut-être sur certains territoires reculés, je ne sais pas, mais ou chez certaines populations, mais c'est une très grande région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi très diversifiée dans son organisation des soins, qui est peut-être isolée sur certains territoires dans le fait qu'il y ait ou pas des acteurs. Quels sont, selon toi, les enjeux en prévention et en promotion de la santé qu'il y a sur les territoires? Qu'est-ce qui caractérise en fait la Nouvelle-Aquitaine par rapport à la Guyane ou peut-être par rapport aux autres régions d'ailleurs de la métropole? Alors, je suis content que vous me voyez. On a trouvé, excusez-moi, on va voir un petit peu mais entre deux, mais parce que c'était technique, c'est pour ça que le micro s'est rebranché. Donc, les enjeux et les caractéristiques de la Nouvelle-Aquitaine. Alors d'abord sur les enjeux, reprendre peut-être les enjeux généraux de la prévention, je pense qu'ils sont vraiment importants de rappeler, hein, notamment quand on est DG d'ARS, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que toute la plus-value en santé apportée par les améliorations et les innovations technologiques, biologiques ou autres commence à avoir leurs limites. On voit bien que depuis de nombreuses années, on a gagné beaucoup en termes de santé avec toutes les nouvelles molécules, les nouveaux médicaments, l'amélioration du soin qui a vraiment fait gagner des années d'espérance de vie. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans nos types de sociétés, si on veut encore progresser en termes de santé, c'est plus tellement sur le soin et les innovations technologiques qui vont continuer et puis qui vont encore faire des miracles, hein.
là n'est pas la question, mais si on veut vraiment franchir des paliers identiques aux paliers que nous ont fait franchir les innovations en termes d'arrivée des antibiotiques, d'arrivée de nouvelles techniques chirurgicales, etc., de l'imagerie et tout ça, eh bien, ça se jouera sur l'action sur notre environnement et les comportements, et donc sur des actions de prévention et de promotion de la santé. À tel point que, comme vous pouvez le voir dans des sociétés type européenne et de l'Ouest comme aux États-Unis, où à la fin, les indicateurs de santé, du fait notamment, et Clara en a parlé, du diabète et de l'obésité, on a l'espérance de vie qui commence à s'infléchir dans l'autre sens par manque de prévention et de promotion de la santé. Donc on voit bien que c'est un enjeu pour améliorer la santé, et c'est un enjeu parce que si on n'y fait pas attention, avec nos habitudes de vie qui évoluent pas tellement vers des habitudes de vie favorables à la santé, notamment autour de la sédentarité, autour le numérique est très bien, mais on voit les dangers qu'il peut y avoir chez les jeunes, notamment d'être constamment devant les écrans. Donc on voit que, c'est pour améliorer notre santé, mais en n'y faisant pas attention, un manque de prévention et de promotion de la santé peut détériorer l'état de santé de la population si on n'est pas assez présent sur ces sujets. Donc c'est donc un enjeu majeur. Alors maintenant, en Nouvelle-Aquitaine, donc la Nouvelle-Aquitaine, on décrit souvent notre région comme une petite France. C'est-à-dire qu'en fait, on a en Nouvelle-Aquitaine une petite France métropolitaine. Pardon, Clara. On a quelques îles, mais elles sont très proches du littoral. Donc aujourd'hui, on a un peu toutes les caractéristiques. On a des zones rurales, on a des grandes métropoles, on a des quartiers dans les grandes métropoles, on a des zones montagneuses extrêmement isolées. On a des territoires aussi en termes de prévention intéressants, c'est-à-dire avec des phénomènes saisonniers et avec des populations plus importantes l'été sur la côte, plus importantes l'hiver dans les montagnes. Et donc, on voit bien qu'on doit s'adapter à ces types de populations. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en termes d'adaptation, et je rejoins Clara sur le fait d'avoir des préventions qui sont des systèmes de prévention et de promotion de la santé qui sont adaptés au public. Et aujourd'hui, le problème que l'on a, c'est, et vous l'avez sûrement entendu parce que tout le monde l'entend, mais je veux vraiment insister dessus parce je trouve qu'on en parle beaucoup, mais des fois on ne donne pas le sens, enfin en tout cas l'importance du sens que ça doit avoir, c'est ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces facteurs comportementaux, environnementaux, sociaux et psychologiques ont tendance non pas à se répartir équitablement, avec une partie de la population qui a plutôt des problèmes psychologiques, d'autres plutôt des problèmes sociaux, d'autres plutôt des problèmes... Non, en fait, ça a tendance à se cumuler chez les mêmes, des gens qui sont donc victimes de ces inégalités sociales, géographiques, culturelles, psychologiques, etc. Donc aujourd'hui, l'enjeu, il est, quand on fait de la prévention et de la promotion de la santé dans une région comme la Nouvelle-Aquitaine, de ne pas se satisfaire de se dire qu'on arrive à faire de la prévention et de la promotion de la santé et qu'on a des actions qui touchent 3 millions de personnes sur les 6 millions de notre région, si les 3 millions qu'on touche ne sont pas les bonnes et ne sont pas ceux qui en ont le plus besoin. Et ceux sur lesquels, donc, par des actions de prévention et de promotion de la santé, on va avoir un vrai impact et on va éviter un certain nombre de choses et en tout cas améliorer l'état de santé global. Donc je dirais, voilà, aujourd'hui l'enjeu, il est pendant trop longtemps, ça a été compliqué de toucher, voilà, de se rendre compte, parce que c'est tellement plus facile de faire de la prévention en disant, bon, on va faire de la prévention, on va dans un lycée du centre bordelais, et en vous disant, mais attendez, on peut être dans une situation aisée, être dans un lycée bordelais aisé et avoir un problème d'obésité, bien sûr, et on peut fumer, bien sûr, mais quand on est dans certains milieux sociaux, on aura par d'autres vecteurs et pas d'autres moyens plus de ressources pour faire face à ces problématiques de santé que quand on est dans des milieux plus précaires, plus défavorisés et plus isolés. Donc ça ne veut pas dire que
on ne cible pas des populations parce qu'on considère qu'il n'y a qu'elles qui sont concernées. On cible des populations parce qu'on ne peut pas cibler tout le monde et qu'en termes d'impact, il faut cibler ceux qui en ont le plus besoin de manière à ce qu'on soit le plus efficace possible. Alors évidemment, il faut nuancer mes propos avec un certain nombre d'actions de prévention qui passent par exemple, du dépistage systématique. Je pense comme ça au passage au dépistage de la surdité, où ça n'a pas de sens d'aller dépister qu'auprès des populations fragiles et qu'il faut faire en population générale. Donc, je nuance mes propos. Il y a un certain nombre d'actions qui ont un sens en termes de prévention. Par exemple, la vaccination. Il n'a aucun sens de ne vacciner qu'une partie de la population parce qu'elle est plus fragile. Il faut vacciner tout le monde. Donc, je nuance mes propos. Il y a évidemment un certain nombre d'actions qui doivent toucher tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a un enjeu qui est de dire qu'il faut surtout aller toucher des populations qui, par nature, en plus, seront plus difficiles à toucher que d'autres. Et enfin, dernier point avant de repasser aux questions, et qui pour moi était important dans les enjeux et qui fait la complexité aussi de ce métier, c'est qu'on est dans un monde, aujourd'hui, on est dans un monde du résultat. Un monde de l'évaluation, un monde du résultat, un monde de la méthode. C'est bien, parce que trop souvent, un certain nombre d'actions publiques, que ce soit de la prévention ou d'autres, se sont faits sans évaluation de résultats de l'action publique et des moyens qui sont mis. Et on voit bien que ce n'est pas la meilleure façon d'arriver au but. Sur la prévention et la promotion de la santé, ce n'est pas simple parce que la mesure des résultats d'action n'est pas simple. Elle n'est pas simple pour deux raisons principales. D'abord parce qu'elle se fait souvent dans des délais très longs. Ce n'est pas facile de changer en un an les indicateurs de santé d'une population. Et ensuite, c'est parce que les indicateurs santé relèvent de causes multifactorielles et que c'est très difficile d'évaluer une action différenciée des autres, s'agissant de l'impact sur un indicateur proprement dit. Donc, c'est vrai qu'on est souvent sur des indicateurs de moyens plutôt que sur des indicateurs de résultats qui ne sont pas toujours idéaux pour évaluer une politique publique, sa réussite ou son échec. Voilà un peu ce que je pouvais dire en introduction sur les enjeux et les particularités de la région. Merci beaucoup, Benoît. Ce que je trouve intéressant finalement, c'est que dans votre propos, évidemment, je vais un peu caricaturer, mais dans vos propos, alors vous êtes sur des territoires différents et que vous avez évoqué des choses différentes, en réalité, ça vient confirmer ce que l'on sait sur la manière dont s'ancrent en fait les comportements liés à la santé. On sait aujourd'hui, quand on enseigne la prévention et la promotion de la santé, qu'on n'adopte pas des comportements pour être en bonne santé ou être en mauvaise santé. Ça, c'est vraiment une fraction très minime de la population qui a cet enjeu-là de santé. En réalité, un comportement s'enracine dans ce qu'on appelle le fait social, c'est-à-dire qu'on agit de telle ou telle manière parce que l'on est de telle ou telle manière. Et on est parce qu'on a été éduqué d'une certaine manière, parce qu'on a été accompagné d'une certaine manière, ou on est parce qu'on est dans un environnement qui nous façonne, en fait. Et finalement, que ce soit dans la Nouvelle-Aquitaine ou sur le territoire de la Guyane, on est dans la même logique. Et ça crée des écarts entre populations. C'est ce que tu évoquais, Benoît, à travers les inégalités sociales de santé. C'est-à-dire que les gens ne répondent pas de la même manière à des recommandations ou à un service de santé parce qu'ils n'ont pas les mêmes ressources pour y répondre, en fait. Ou alors, ils adoptent tel ou tel comportement parce que c'est le fait de tradition, de pratiques traditionnelles qui fait qu'ils ne vont pas du tout endosser des recommandations qui viennent d'autres pratiques sociales, d'autres pratiques traditionnelles. Et dans les deux cas, dans les deux territoires, il y a la question de l'environnement physique, bâti ou naturel, qui évidemment va façonner aussi la manière dont on se comporte. Une fois qu'on a compris ça, la question qu'il y a derrière, et tu l'as soulevé, Benoît, c'est cette question de l'évaluation. Quand on comprend que c'est dans le fait social, finalement, est-ce que l'évaluation doit porter que sur des comportements? Est-ce qu'on ne doit pas évaluer de manière beaucoup plus large les choses? Et du coup, ça m'amène en fait à ma deuxième question, et je vais commencer par toi, Benoît, et je reviendrai vers toi, Clara, dans un second temps.
Comment, tu évoquais cette question de l'évaluation, la difficulté de l'évaluation, beaucoup sur du processus, peu sur du résultat, parce qu'il est à long terme, du coup, évidemment, puisqu'on demande aux gens de changer le fait social, ce qu'ils sont, comment ils se sont construits. Comment toi, en tant que DG d'ARS, tu interprètes en fait les actions qui sont mises en place? Qu'est-ce qui fait, compte tenu des rapports que tu peux avoir, des évaluations ou pas qui existent, de ce que te racontent les acteurs, comment toi tu juges ce qui, pour toi, est intéressant d'investir, de déployer, de plaidoyer? Comment tu sens ces choses-là en fait? Qu'est-ce qui compte pour toi? Quels sont les ingrédients pour que ces interventions fonctionnent, en fait, de ton point de vue, si on ne part pas tout de suite sur une évaluation type recherche d'efficacité ou des choses comme ça? Alors, c'est en effet ce qui est compliqué, mais c'est pour le coup le travail qu'on fait au quotidien. Et je pense qu'il est important de discuter ici, puisque donc, autour de ce webinaire, il y a un certain nombre de gens qui veulent s'engager dans la prévention. Et donc, je pense que c'est important parce que là-dedans, c'est aussi la question de qu'est-ce qu'on va attendre de vous? Qu'est-ce qu'on va attendre de vous en tant qu'acteur de prévention demain? Qu'est-ce qu'on va attendre de vous? Alors, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas s'il y a certaines choses qui marchent. On sait qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Clara en a cité. Voilà, donc il y a un moment, on peut avoir des interrogations parce qu'on se dit, ah ça, on ne sait pas si c'est efficace ou pas. Par contre, il y a un tas de choses qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Voilà. On sait que, par exemple, ce qui ne fonctionne pas, c'est un truc tout bête, mais l'éducation à la santé, la capacité à faire passer un certain nombre de messages de prévention n'est pas innée. Voilà, ça on le sait. On sait qu'il vaut mieux avoir des gens qui sont formés que des gens qui s'estiment compétents. Ça on le sait. Voilà, donc ça aussi, voilà. Donc on sait, comme je l'ai dit, que le public ciblé est important. Voilà. Donc ça aussi, on le sait, et donc il faudra faire attention au ciblage de certains publics. On sait que, et on l'a dit, que, comment dire, pendant longtemps, mais je suis encore étonné qu'aujourd'hui, ce ne soit pas intégré. On est bien sur des problèmes de comportement et d'environnement, et rarement sur des problèmes d'information. Et des actions de prévention qui informent, ça ne sert pas à grand-chose. Le tabac tue. Super. Quand on est gros, on est en moins bonne santé que quand on a un poids, pas trop maigre non plus. Voilà. Bon. Quand on mange bien, c'est mieux. Voilà. Il y a un moment, voilà, tout ça, c'est fou comme on croit que c'est évident, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est encore ancré et à quel point on peut encore nous proposer des actions de prévention en disant, ben voilà, on va aller dans un collège ou dans une école pour expliquer comment on met un préservatif, pourquoi c'est important de se protéger, et de se dire, mais attendez, vous croyez qu'ils n'ont pas l'information ? Et vous croyez que c'est dans ce type dans ces modalités d'action que vous allez changer leur comportement ? Voilà, donc on sait déjà ce qui ne marche pas. Voilà. Et puis, voilà, on ne parle pas de la même façon en fonction de la tranche d'âge, on ne parle pas de la même façon en fonction du sexe, on ne parle pas de la même façon en fonction du territoire dans lequel on s'adresse. Voilà, donc tout ça, on le sait, donc on peut vraiment, ça c'est déjà un premier facteur. Avant de sélectionner un truc en sachant que ça marche, c'est déjà mettre de côté tout ce qui ne marche pas. Deuxième façon, c'est qu'on a de travailler. Il y a des choses qui fonctionnent, c'est sûr, mais qui ne fonctionnent pas à l'échelle d'une politique publique. Je vais donner un exemple caricatural. J'ai un bon moyen de régler le problème de l'obésité, c'est de fournir à chaque personne en surpoids un coach personnel d'activité physique et un diététicien personnel qui les suivront constamment. Je peux vous garantir que ça va marcher. Je peux vous garantir qu'il y aura un vrai effet.
Et je peux faire une expérimentation dans une petite ville. Et si tout le monde a un coach sportif et tout le monde a un diététicien et tout le monde a un psychologue, voilà, ça va marcher. Et même en plus, si je leur donne 5 000 € par mois pour être sûr qu'ils peuvent bien se nourrir et bien se loger et avoir des loisirs, je vous garantis, ça marche. Oui, 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 oui. Et à l'échelle de la population française, mais alors, il faut se donner les moyens de sa politique. La santé n'a pas de coût. Voilà. Donc, autre chose qu'on évacue tout de suite, c'est les très bonnes idées qui marchent bien, mais qui, si on devait les appliquer aux échelles pour qu'elles aient un vrai impact sur la population, eh bien, pas les moyens humains de le faire. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on doit notamment gommer l'effet super-héros. Moi, j'appelle ça comme ça, l'effet super-héros. C'est-à-dire que vous avez des actions de prévention qui fonctionnent parce que vous avez une personne hyper motivée, hyper engagée, hyper bénévole, qui va déployer des énergies monstres pour faire quelque chose et qui va vous dire, voilà, ce que je fais, ça marche. Ce que tu fais, ça marche parce que tu ne comptes pas le temps que tu y passes, tu ne comptes pas les moyens que tu y mets, que tu mobilises. Si on devait le reproduire, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui a ton niveau de motivation, ce qui n'existe pas dans l'ensemble des territoires. Donc, il faut aussi se méfier de ce que j'appelle l'effet super-héros, quoi. En effet, la ville qui a Batman, il y a plus de sécurité que la ville où il n'y a pas Batman, mais on ne peut pas mettre des Batman partout. J'ai regardé la Ligue des Justiciers avant-hier soir, c'est pour ça. Tête. Parce qu'il y a une nouvelle version qui vient de sortir sur la vidéo demande. Voilà, bref, peu importe. Je n'ai que le soir pour me détendre. Donc, je vois que j'ai des petits pouces. Je ne suis pas le seul à avoir regardé. Donc voilà. Donc il faut aussi donc par rapport à comment évaluer les actions, il y a cet effet-là. Évidemment après. Et je reviendrai, il y a quand même beaucoup de choses qui aujourd'hui sont évaluées. On sait qu'il y a beaucoup de types d'actions qui fonctionnent et dont c'est démontré que ça fonctionne. D'où le besoin en prévention d'avoir des gens qui sont compétents, qui savent où aller chercher l'information de ce qui fonctionne. Je prends la comparaison en médecine. Comment on sait qu'un médicament marche ou ne marche pas ? Parce que quand vous avez un médecin, il sait ce qui marche ou qui ne marche pas. Alors, le médecin généraliste, il ne connaîtra pas les médicaments qu'on donne à des jeunes enfants qui ont une maladie rare. Ce n'est pas son métier. Par contre, les experts, ils vont savoir quel type de médicaments on doit donner pour que ça fonctionne. En prévention, c'est pareil. Ce qu'on attend d'acteurs de prévention, c'est quand ils s'attaquent à un sujet, ils fassent l'effort d'aller chercher dans les publications nationales, internationales, qu'est-ce qui marche pour essayer de l'appliquer. Et dans ce qui marche, il faut faire attention parce que pour tous les critères que je viens de dire, il peut y avoir des choses dont on a démontré qu'elles marchent à un endroit et elles sont complètement inefficaces ailleurs. Clara l'a évoqué. Donc, il faut vraiment faire attention quand on analyse une action qui, soi-disant, marche. Il faut voir si la reproductibilité de cette action dans un autre contexte fonctionne aussi. Donc, ça marche à un endroit et ça peut se refaire ailleurs. Donc, voilà ce qu'on va attendre de vous quand vous allez tenter des actions de prévention. C'est quand vous tentez une action, réfléchissez impact. La prévention, ce n'est pas juste se satisfaire de faire un bel objet, une belle action de prévention bien visible, c'est est-ce que j'ai un impact ? Est-ce que si ça marche, après, je peux l'appliquer en population générale pour que c'est un impact ? Est-ce que les moyens que je mets sont mesurés par rapport à l'impact que j'attends ? Est-ce que ce que je fais répond aujourd'hui à l'ensemble des connaissances que l'on a sur la prévention ? Encore une fois, je donne un dernier exemple pour finir. Je peux, dans la région, faire un super séminaire à Arcachon. Alors, avec le Covid, on ne peut plus, mais imaginons qu'il n'y ait pas le Covid. Je fais un super séminaire à Arcachon avec l'ensemble des maires de France pour leur expliquer comment et pourquoi c'est bien dans les cantines scolaires dont ils ont la responsabilité d'essayer d'avoir des repas les plus équilibrés pour les enfants. Bon. Ce sera beau, et je vais pouvoir faire des beaux articles de presse, le nombre de maires qui étaient présents, ils ont applaudi. D'ailleurs, eux, ils ont bien mangé au séminaire, pour le coup, toujours équilibré, mais voilà. Mais on a fait une belle action de prévention, etc. Bon,
Eh bien ça, par rapport au fait, à l'inverse, moi je préfère dire, dans un contrat local de santé que je fais avec mes élus, fixer des objectifs précis en termes de diminution de la quantité de sel dans les aliments qui sont donnés dans les cantines et mesurables. Ça aura sûrement beaucoup plus d'impact que des grands séminaires d'information, comme si les maires ne savaient pas qu'une bonne alimentation dans le jeune âge, ça avait un effet. Alors on peut tous se satisfaire de dire qu'on leur a mieux expliqué, mais voilà. Donc, toujours faire attention à viser l'efficacité, l'impact. C'est ça qui donnera de la crédibilité aux actions de prévention. Parce que parfois, on en manque un peu et parfois, le monde du soin se moque un peu de la prévention en disant, écoutez, nous, au moins, quand on soigne quelqu'un, ça se voit. On est évalué, certifié. Vous, prévention, vous brassez du vent et derrière, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose. Donc, c'est vraiment important de respecter tout ça. Et finalement, et j'en finis là, et je pense que c'est la caractéristique la plus importante à avoir, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Il faut les connaissances, mais après, avec du bon sens, on arrive à piloter des politiques. Et donc, pour répondre à ta question, Linda, comment je fais pour juger qu'on choisit telle action ou telle action? Finalement, avec beaucoup de bon sens, c'est pas si compliqué que ça au final. Merci beaucoup, Benoît. Du coup, je donne la parole à Clara, un peu sur la même logique. Benoît Oui. a abordé deux choses très importantes, enfin trois choses très importantes: identifier et arrêter ce qui ne marche pas. C'est vrai que ça se fait encore beaucoup. La question des conditions d'efficacité pour que les interventions soient transférables, c'est-à-dire qu'elles génèrent les mêmes résultats dans des contextes différents. Et ça nécessite de les adapter. Et là, j'imagine bien que toi, tu as plein de choses à nous dire sur le sujet et la question de l'impact. Alors justement, Clara, comment toi, tu fais sur ton territoire, où tu as d'ailleurs dans tes propos liminaires montré l'importance de la démarche communautaire, des démarches de santé communautaire, des démarches qui viennent de la population, en fait, des réponses qui viennent de la population. Comment tu arrives à, d'un côté, entre une pression, j'imagine, nationale, avec des logiques qui sont métropolitaines, qui sont voilà, pour des populations qui sont en réalité très différentes des tiennes, et de l'autre côté, cette connaissance que tu as aujourd'hui de la population guyanaise et des démarches qui fonctionnent et de celles qui ne fonctionneront pas, tu le sais par avance. Comment tu gères ça, toi? Oui, je rappelle d'ailleurs à cette occasion que je fais l'objet d'une évaluation moi-même pour ma prime, comme Benoît, et que nous sommes évalués notamment sur des critères de santé publique qui se veulent aussi être des moyens de comparer les régions, ce qui là devient beaucoup plus compliqué. Et par exemple, dans les critères d'évaluation de mon action et de l'action de l'agence que je dirige, il y a des critères sur l'amélioration du dépistage du cancer colorectal, cancer qui n'est pas le principal sujet en Guyane, et je ne considère pas éthique de consacrer des ressources à cet objectif au motif que je suis évaluée là-dessus, alors que ça n'est pas la priorité en Guyane et que je me moque bien de la comparabilité de la Guyane avec le reste du territoire, même si je respecte le fait qu'il y a une politique publique nationale et que je ne peux pas non plus complètement me sortir du territoire national, bien au contraire. Pour compléter juste ce que disait Benoît sur les questions d'information et de ce qui n'est pas efficace, j'ajouterais aussi pour son exemple de qui va dans un collège pour expliquer comment on met un préservatif, ça dépend aussi de qui parle. Et en Guyane, où il y a des communautés très diverses et qui se mélangent guère et pour lesquelles les représentations sont très marquées, les façons d'interagir sont très difficiles entre communautés diverses, mais aussi entre âges divers, et ça, vous l'avez aussi, cette question-là. La question de qui parle, pour schématiser abusivement, il est très compliqué, quand on est blanc, d'expliquer comment il faut avoir une bonne relation sexuelle à quelqu'un qui n'est pas de sa propre culture. En tout cas, en Guyane, ces choses-là sont extrêmement marquées. Il n'est pas question d'être dans une position ou d'être perçu dans une position de domination
ce qui, parfois, en prévention, promotion de la santé, on peut friser ce risque-là, même si on est pétri de bonnes intentions. Sur les questions de choses qui ne marchent pas, je fais une petite dérogation néanmoins. Il est parfois nécessaire, malheureusement ou heureusement, c'est comme ça, c'est la démocratie, de fluidifier les discussions avec nos partenaires et notamment les partenaires politiques qui sont importants. Il n'est pas question qu'on fasse tout seul la prévention, on l'a fait avec d'autres, avec leur niveau de connaissance, de compréhension et leurs contraintes. Et parfois, pour pouvoir embarquer des acteurs, il peut être nécessaire de déroger à nos principes et de financer, en espérant de financer le moins possible, mais de financer des choses dont on sait qu'elles sont peu efficaces, mais parce que le principe même de les financer témoigne de notre volonté de travail en partenariat. Donc, il ne s'agit pas non plus de tout évacuer tout de suite, ce qui n'est pas efficace, en étant perçu comme un ayatollah de la prévention qui l'a fait tout seul, puisque nous avons besoin des autres, et ça demande parfois un peu de temps et un peu de compromis sans être tout de suite dans la conviction que l'on déroge à ses propres principes et à tout ce qui vous a été enseigné dans ce fabuleux DU. Et puis, il y a aussi d'autres objectifs qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, et c'est très très net en Guyane, un objectif consistant à faire émerger de nouveaux opérateurs. Parce qu'aujourd'hui, si je mets en concurrence les opérateurs en Guyane, et ce que nous faisons quand nous faisons des appels à projets prévention, promotion de la santé, eh bien, comme par hasard, les meilleurs projets vont souvent être émis par là où les 2-3 grosses associations déjà très présentes, Croix-Rouge française par exemple, qui va nous présenter des projets souvent de très grande qualité. Est-ce que c'est la qualité du projet qui doit être le seul critère d'évaluation, quitte à encourager la concentration des actions sur 1, 2 ou 3 opérateurs? Est-ce que c'est ça le mode de développement que nous voulons pour ce territoire? Ou est-ce que nous ajoutons dans nos critères d'évaluation la nécessité de faire émerger d'autres opérateurs, peut-être plus faibles, plus fragiles, mais qui ont besoin d'être soutenus pour pouvoir ensuite, dans quelques années, présenter des projets solides? Et donc, c'est aussi ces critères d'analyse que nous devons intégrer, qui du coup font reculer certains critères d'efficacité immédiate. Et pourtant, l'urgence est de faire. L'urgence est de faire et de faire bien. Et donc, il y a parfois des vrais conflits de valeurs, de loyauté par rapport à différents de nos principes. Il faut pouvoir les expliciter au sein de l'agence. D'ailleurs, ça n'est pas toujours correctement fait et je m'applique à moi-même cette recommandation. Il peut y avoir au sein de l'ARS Guyane des personnes qui sont très investies et très compétentes en prévention, promotion de la santé et qui peuvent ne pas comprendre que je ne suive pas totalement leur ordre de priorité compte tenu d'autres enjeux que je dois prendre en compte, des enjeux de politique locale, des enjeux d'équilibrage sur le territoire, des enjeux d'équilibrage sur les opérateurs. Et donc, il est très important de procéder au-delà de l'évaluation de l'impact de chaque action, mais aussi l'évaluation de la politique de santé publique elle-même, c'est-à-dire de façon rétrospective, combien de millions ou combien de parts de nos millions nous avons mis sur des actions favorables aux personnes précaires, que ce soit sur la santé sexuelle, l'alimentation, la surdité, le Covid, combien d'argent on a mis, quelle part on a mis sur la population précaire rétrospectivement, combien on a mis sur l'égalité homme-femme rétrospectivement, combien on a mis d'actions qui en fait sont favorables à la santé environnementale, parce que financer une action qui va générer des actions qui sont défavorables à l'environnement, j'en ai plein d'exemples et c'est normal. Hein, et pour pouvoir aller au plus proche des populations, il faut aller en pirogue et vous allez consommer des centaines de litres de carburant. Voilà, il y a quand même des choses qu'il faut aussi pouvoir se poser comme question. Sauf si tu rames, Clara. Comment? Sauf si tu rames. Oui, sauf si je rame. Mais là, il faut vraiment 3 semaines. Et donc, la question de l'analyse rétrospective et distancée des actions que nous avons menées au-delà de leurs orientations thématiques, mais donc au plan de la structuration du tissu d'acteurs sur lesquels nous allons bâtir sur plusieurs dizaines d'années des actions favorables à la prévention, promotion de la santé, est aussi
un enjeu absolument majeur et c'est une action, un domaine sur lequel nous devons encore énormément progresser. Donc, l'évaluation de l'impact, c'est aussi quelle construction du tissu nous voulons pour pouvoir ensuite espérer développer des actions pérennes, durables, quitte parfois à financer des petits opérateurs fragiles qui ne vont pas remplir les critères d'efficacité et qui parfois ne vont même quasiment pas mener l'opération. Pour ce qui est de la santé communautaire, puisque c'était une des questions, donc on a échangé avec Linda Cambon il y a déjà 1 an et demi, c'était avant le Covid, sur mon problème d'évaluation, justement, de cette action que nous appelons le programme BEPI, le programme bien-être des populations de l'intérieur. Donc, je rappelle, la Guyane, c'est une seule route sur le littoral. C'est 7 heures de route pour aller d'un coin à un autre, pour aller d'est en ouest. Mais sinon, tout l'intérieur de la Guyane n'est accessible que par les fleuves, le fleuve Maroni et le fleuve Oyapock, ou par voie aérienne pour la commune de Saül, qui est au milieu de la Guyane, en pleine forêt amazonienne, une commune d'à peu près 70 habitants. Nous avons donc eu depuis très longtemps des phases de suicide, de tentatives de suicide assez importantes, des suicides en grappe, avec probablement une partie de contagion suicidaire, et limité à certaines communautés, en particulier les communautés amérindiennes, mais pas que. Et de nombreuses analyses ont été faites, des apports d'anthropologues notamment, ont conduit à développer, avant mon arrivée d'ailleurs, ce grand projet destiné à renforcer les facteurs de prévention, les facteurs protecteurs des conduites suicidaires. Et donc, en gros, c'est 1,5 million d'euros, ce qui est beaucoup pour la Guyane, qui est dévolu, parce que j'en parle parce que la gouvernance est très importante. En fait, c'est surtout une gouvernance, ce projet-là. Cet argent est dévolu à une association, en l'occurrence, c'est le groupe SOS Solidarité, qui à la fois va sur les communes de l'intérieur, en tout cas sur certaines communes, Camopi, sur l'Oyapock et Maripasoula sur le Maroni, pour essayer de faire émerger des initiatives ou des idées de projets favorables au facteur protecteur du suicide, ces projets sont rédigés de façon extrêmement simple et sommaire. Il s'agit de supprimer en fait tous les obstacles. Et ça demande une énorme ingénierie de supprimer les obstacles. On n'imagine pas tous les obstacles que nous avons mis, nous qui savons parler français, avoir Internet, un compte en banque, des routes et des voitures. Donc, il s'agit de supprimer les différents obstacles, d'amener les populations qui elles-mêmes n'ont pas les modes de représentation que nous avons. Quand on parle aux maires, on ne parle pas à la population. Il n'y a pas du tout les mêmes éléments de représentation que celles que vous connaissez, Paul. Et cette idée de projet est soumise à un comité de pilotage qui inclut des représentants des populations, des chefs coutumiers en particulier, la préfecture de Guyane et en particulier le sous-préfet aux communes de l'intérieur, qui est une originalité que nous avons en Guyane, l'association, groupe SOS et l'ARS. Là, le principe est la présentation de l'idée de projet et le principe du consensus, c'est-à-dire de l'unanimité. S'il n'y a pas unanimité sur le projet, donc ça n'est pas un vote, ça n'est pas un bulletin secret, on met par terre tous nos modes de gouvernance habituels, enfin dont nous avons l'habitude, d'organisation, de réunions et de sélection de projets avec des jurys, des critères, etc. Non, on laisse tomber tout ça. Et quand il y a consensus, alors l'association groupe SOS retourne voir la personne qui a eu cette idée de projet pour essayer de lui faire décrire plus précisément le projet et définir à quel moment ce projet aurait lieu, combien il coûterait, ça serait avec qui. Par exemple, organiser un match de foot entre deux villages. Ça peut être ça, le projet. Et donc, est-ce que c'est un seul match? Est-ce que c'est plusieurs matchs? Est-ce que voilà. Et une fois que le projet est bien écrit, l'association écrit la convention tripartite entre ce porteur qui n'est pas forcément une association
Donc, il n'a pas de SIRET, il n'a pas de CERFA à remplir, il n'a pas tout ça. Donc, c'est le porteur, monsieur ou madame Intel, l'association qui va donner de l'argent éventuellement en liquide, une partie à l'amorçage, une partie quand le projet est réalisé, et l'ARS qui a donné cet argent à l'association et qui doit pouvoir suivre, bien sûr, l'utilisation de ces fonds. Et ensuite, lors des prochains comités de pilotage qui ne se tiennent pas à Cayenne, mais qui se tiennent dans les villages, et nous prenons en charge, en tout cas l'association en prend en charge, tous les frais de transport qui sont très élevés, parce que la pirogue, on ne dirait pas, mais c'est extrêmement cher. Parfois, sur certains déplacements, il vaut mieux prendre l'hélicoptère que la pirogue, c'est pour vous dire. Donc, lors de prochains comités de pilotage, il y a une discussion sur la mise en œuvre de ce projet. Et à la fin, eh bien, on est très content, il y a eu ce match de foot. Mais donc, c'est toute la gouvernance et l'ingénierie financière qui est extrêmement importante dans ce projet. Et pour ce qui est de la démultiplication du coût, bah, c'est une question très, très délicate. Il y a par exemple un de ces projets, je vais dire mon préféré, c'est les femmes relais de Camopi. 6 femmes, 4 ou 6 femmes, quelques femmes amérindiennes, de différentes communautés amérindiennes, de la commune de Camopi, donc sur le Yapok, qui ont été formées par le réseau Périnat de Guyane pour, je vais le dire simplement, être en mesure d'accompagner la femme enceinte de Camopi, les femmes enceintes de Camopi, qui sont de différentes communautés amérindiennes, les préparer à leur départ à Cayenne un mois avant leur accouchement, leur présenter avec des photos plastifiées la salle d'accouchement, l'entrée de l'hôpital, le lit hospitalier, parce qu'elles ne dorment pas dans des lits, elles ne savent pas, elles n'ont jamais dormi dans un lit. D'ailleurs, elles n'arrivent pas à dormir, pour certaines d'entre elles. Et puis, essayer de recueillir à l'avance le prénom de l'enfant et préparer tout ce qui relève de l'état civil qui, s'il n'est pas traité très en amont, peut être très vite très compliqué. Et ces femmes relais récupèrent la jeune accouchée avec son enfant. Quelques jours après cet accouchement, la femme revient en pirogue et peut être suivie, si elle le souhaite, bien sûr, par l'une de ces femmes relais. Ces femmes relais sont rémunérées au titre du programme BEPI pour cette activité. Je crois que c'est de l'ordre de 2 heures par mois. Il n'est pas question de déséquilibrer les modèles économiques qui existent sur place. Il ne s'agit pas de travestir finalement les équilibres précaires qui existent sur le territoire, mais de reconnaître une activité, une formation et une implication très, très importante. Elles ont aussi fait des éléments de traçabilité pour que ces travaux soient vraiment parfaitement faits. Eh bien, est-ce qu'on peut démultiplier les femmes relais du Camopi ? Comment faire que des femmes de Maripasoula disent « Ah, ben, on a vu ça, nous aussi, on a envie ». Déjà, elles n'ont pas Internet, elles n'ont pas la télé, elles ne parlent pas la même langue, ce n'est pas les mêmes communautés. C'est totalement étanche pour passer de Camopi à Maripasoula. Il faut vos 2 jours de pirogue pour rentrer à Saint-Georges, 5 heures de route pour rentrer à Cayenne, et là, prendre un avion pour aller à Maripasoula. Ou alors, il faut faire encore 3 heures de route pour aller à Saint-Laurent-du-Maroni et encore 2 jours de pirogue pour aller à Maripasoula. Donc, de Camopi à Maripasoula, c'est en allant vite, 4 jours de pirogue et une grosse journée même 2 jours de voiture. Autant dire, c'est impossible. C'est impossible. Et donc, comment faire? Alors, on ne sait pas. On ne sait pas. On en parle dans les comités de pilotage du programme BEPI. Et puis, j'ai souhaité aussi, j'ai eu une idée, je ne sais pas si ça a eu l'effet, mais quand le ministre de la petite enfance, enfin qui s'occupe de la petite enfance, Adrien Taquet, est venu en Guyane, c'était juste avant l'épidémie Covid, j'ai insisté pour qu'il se rende à Camopi et qu'il rencontre ces femmes relais. Et cette rencontre a eu lieu, là aussi nous avons insisté, sur la place du village et non pas dans une salle, parce qu'à l'époque on pouvait encore se réunir dans une salle, sur la place du village, devant tout le monde. Ces femmes ont rencontré et ont pu discuter avec un ministre de la République, ce qui a beaucoup quand même d'importance dans ce territoire. Voilà, on essaie de donner de l'écho finalement, mais sans être dans une intention immédiate de duplication. Il faut espérer des émergences dans plusieurs endroits en essayant de donner de l'écho à des initiatives que nous considérons exemplaires
tant sur le sujet de la périnatalité, puisque c'est l'objet de ce projet, que du côté de la place des femmes, puisque c'est le seul projet de tous les projets du programme BEPI porté par des femmes en Guyane. Merci beaucoup, Clara, pour cet éclairage-là. J'en viens à... Et ça fait vraiment la transition avec la dernière question. On en avait plein d'autres, mais je vois que le temps file. Une dernière question qui est... Je ne vous fais pas un cadeau là, parce que il fallait que je choisisse et j'ai choisi peut-être la plus difficile. On sait qu'il y a 2 pièges en prévention et en promotion de la santé. Le premier piège, c'est de ne pas anticiper l'impact délétère de certaines interventions, de certains choix interventionnels. On commence à le voir, par exemple, dans le cadre de la gestion Covid et des mesures anti-Covid. On commence au niveau international à mesurer le fardeau que constituent ces mesures en termes sanitaires, que ce soit en termes de retard de soins, d'effondrement de la santé mentale, d'accroissement des problèmes d'effondrement de la santé infantile, d'accroissement des problèmes de santé mentale, de problèmes de développement de l'enfant, la pauvreté, la nouvelle pauvreté qui explose. Donc, on sait qu'il peut y avoir des impacts très négatifs quand on n'a pas une vision globale, en fait, et qu'on a une approche très médico-centrée. C'est d'ailleurs ce qui est reproché par la communauté de santé publique aux mesures anti-Covid. Le deuxième piège, c'est de se tromper de cible. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui s'enracinent dans ce qu'on appelle les déterminants structuraux ou sociaux de la santé, pour faire écho à ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure. Si je prends des exemples très concrets, on sait que la santé des enfants, elle se détermine par les conditions d'accueil quand on est petit enfant, elle se détermine par les mesures de conciliation vie familiale, vie professionnelle, par l'environnement bâti, c'est-à-dire les conditions de logement et la cohésion sociale dans le quartier. Voilà, on sait que c'est ce type de mesures en fait qui créent la santé de l'enfant et qui vont créer les ressources que tu évoquais tout à l'heure, Benoît. Si on reparle de l'obésité, on sait que c'est fonction de l'exposition aux écrans, des déterminants commerciaux, du marketing, de la qualité des produits. On s'est battu ensemble, Benoît, sur la question des chartes nutritionnelles à l'époque en cabinet ministériel. Donc, on voit bien que ça s'enracine bien au-delà du système de soins. Alors, ma question est la suivante. Quand on est DG d'ARS, qu'on a conscience de ça, en fait, mais que ce n'est pas dans le portefeuille, en fait, du DG d'ARS, quel rôle vous pouvez avoir? Est-ce que vous pouvez, vous, en tant que DG d'ARS, avoir un rôle sur ces autres secteurs qui ont un impact, la cohésion sociale, l'environnement, le logement, l'éducation? Est-ce que vous pouvez avoir une parole vis-à-vis de ces autres secteurs? Comment vous la prenez, cette parole? Est-ce qu'il y a des espaces, des organes que vous saisissez? Est-ce que ça se fait de manière informelle? Est-ce qu'entre DG d'ARS, vous avez des discussions autour de ça? Parce qu'on sait que l'action sur ces déterminants-là serait beaucoup plus efficace que n'importe quelle action de rattrapage individuelle sur les comportements. J'avais dit qu'elle était difficile. Et on ne l'avait pas trop préparée, celle-là. Donc, je vous laisse choisir qui se lance. Je commence alors pour que puisse. Vas-y, Benoît. Donc, d'abord, tu as tout à fait raison de dire que c'est compliqué de voir l'impact des mesures de prévention. Et je vais vous donner un chiffre que personne n'a, qui est très intéressant et que je vous demande de garder pour vous parce qu'on ne l'a pas communiqué encore, parce qu'on est très gêné sur la communication de ce chiffre. Vous allez comprendre pourquoi. En Nouvelle-Aquitaine, en 2020, année Covid, la mortalité a été inférieure aux 3 années précédentes. C'est-à-dire que malgré la surmortalité du Covid, le confinement a eu un effet radical sur les accidents de la route, qui est une cause de mortalité extrêmement importante aussi. Sur la pollution, je ne sais pas si vous vous rappelez le premier confinement où on revoyait les oiseaux arriver en ville, les abeilles, etc. Et on sait que la pollution a aussi des effets sur... Donc, vous voyez, ça, c'était un chiffre pour mettre en exergue le côté... Moi, je ne m'y attendais vraiment pas, qu'on me dise... Parce que, attention, même si la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas été touchée autant que certains, on a eu des clusters en EHPAD avec des morts en EHPAD. Enfin, voilà, on a vécu ça comme tout le monde. Mais globalement, on n'a jamais eu aussi peu de morts
en Nouvelle-Aquitaine en 2020 que les 3 années précédentes, et même 4, et notamment ce qu'on n'avait pas vu, un pic de surmortalité de l'épidémie de grippe de 2016, que personne n'a soulevé à l'époque, mais qui avait aussi été ravageur. Donc ça, c'était pour mettre en exergue ce que tu disais en disant, en effet, c'est vrai qu'on prend des décisions et puis on a du mal à avoir leur impact et que finalement, pour diminuer le nombre de morts, des confinements, ça pourrait être utile et pas que sur le Covid. Bon, après, ça provoque d'autres problèmes. Je ne suis pas pro-confinement, mais voilà, c'était pour mettre un chiffre en exergue tout ça. Alors après, donc évidemment, donc on se rend compte, et ça c'est important, faire de la prévention tout seul, ça ne sert à rien. Et pour faire bouger les comportements et l'environnement, si on est juste le système de santé tout seul, ça n'a pas beaucoup d'impact. Alors ça dépend évidemment. Un médecin traitant qui voit régulièrement un patient diabétique, il a de l'impact parce qu'il le voit régulièrement. Un pédiatre qui voit régulièrement pour le suivi d'un enfant, il a de l'impact. Mais c'est vrai que globalement, comme tu l'as dit, Linda, il faut agir avec les autres acteurs qui agissent sur la salubrité, sur les routes, sur tout un tas de choses. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a des outils pour le faire? La réponse est oui. Est-ce que ces outils sont suffisants et le permettent de faire autant que ce qu'on voudrait? Ça repose la question de l'évaluation. Mais en effet, on a des outils pour le faire. D'abord, le premier outil que l'on a, c'est que dans les actions, alors on parle d'actions par rapport aux politiques publiques, parce qu'après, il y a les types d'actions sur les acteurs privés, c'est différent, mais par rapport aux politiques publiques. Donc, dans les politiques publiques, vous avez les services de l'État. Donc, les services de l'État, vous les connaissez, il y a l'ARS, il y a tous les services qui dépendent de la préfecture et il y a le rectorat. En gros, c'est les trois catégories. Après, au sein de la préfecture, il y a tout un tas de services sur les forêts, sur l'alimentation, sur tout un tas de trucs. Le directeur général de l'ARS pilote ce qu'on appelle la commission de coordination des politiques publiques, qui permet d'animer avec l'ensemble des représentants de l'État et des collectivités, conseils départementaux et conseils régionaux, de coordonner les politiques publiques au service de l'amélioration de la santé. Donc, on a un espace pour le faire, on n'a pas l'autorité de le faire, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire, on peut discuter avec les gens, orienter les choses, mais derrière, on n'a pas l'autorité. Mais vous verrez que dans beaucoup de situations, le fait tout simple de mettre les gens autour d'une table, de les faire discuter et réfléchir, déjà, ça permet d'avancer énormément. Donc, vous avez un premier type d'outil qui est celui-là. Il y a un deuxième outil, alors il y en a sûrement plein d'autres, mais je vous donne les principaux pour que vous les ayez en tête et vous montrer le principe de la démarche. Il y a un autre outil qui est extrêmement important pour nous et très structurant, qui est le plan, alors je ne sais jamais si c'est plan ou projet, je pense que c'est le plan régional santé-environnement, qui est lui-même issu d'un plan national santé-environnement. Et donc, il y a une déclinaison régionale, et là, c'est pareil, l'ensemble des pouvoirs publics réfléchissent ensemble en se fixant des objectifs, ils se mettent d'accord sur des objectifs, notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine. On a un certain nombre d'objectifs en lien avec le conseil régional et la direction de l'agriculture sur les pesticides dans les vignes, qui est un sujet chez nous, comme vous pouvez l'imaginer. On a des sujets sur le développement des transports, pour avoir des transports qui polluent moins. Et on a des sujets avec les collectivités. Comme vous le savez, les régions ont dans leurs compétences les lycées, les conseils départementaux ont dans leurs compétences les collèges et les communes ont dans leurs compétences en dessous du collège l'enseignement primaire. Donc là aussi, on peut faire passer un certain nombre de choses dans le projet, le plan régional de santé-environnement. Enfin, le dernier outil, alors ce n'est pas le dernier outil, on en aurait d'autres, mais je vous cite 3 outils dont on se sert régulièrement. Le troisième outil dont on se sert de plus en plus régulièrement, c'est ce qu'on appelle les contrats locaux de santé. C'est-à-dire que l'agence régionale de santé peut signer avec une collectivité, alors c'est souvent des communautés de communes ou des grosses communes, peut signer un contrat local de santé où on se fixe des objectifs communs en termes d'action pour améliorer la santé des populations de ce territoire et on définit les moyens que l'on donne l'un et l'autre au service de l'amélioration de l'état de santé par les moyens qu'on met en œuvre. Ce n'est pas rien, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, 80% de la population est dans un territoire soumis à contrat local de santé. Donc, vous voyez, quand je vous parlais d'impact,
Voilà, le contrat local de santé, ça concerne des territoires qui regroupent 80% de la population de Nouvelle-Aquitaine. Alors, comme le disait Clara dans son intervention, ces contrats locaux de santé vont plus ou moins loin. Et même si des fois les actions ne sont pas toujours efficaces, c'est vrai qu'ils ont aussi l'intérêt de motiver au départ les élus à s'inscrire dans une démarche de prévention, même si au début ce qu'ils font, c'est pas terrible, etc. Le fait même qu'ils essayent de s'en soucier et de faire des choses, c'est déjà souvent une grande victoire. Donc, le but de ces contrats, c'est qu'ils ne sont pas sur 50 ans, hein, c'est qu'on les revoit régulièrement et qu'au fur et à mesure que les personnes dans ces collectivités aussi augmentent leurs compétences sur les sujets, eh ben, on est de plus en plus ambitieux sur ce qu'on veut faire ensemble et avec le temps, on va arriver à faire des choses et avancer sur les sujets. Donc, évidemment, ça, ce sont des outils très importants. Le dernier outil qui est très important et qui n'est pas assez développé, à mon sens, c'est que l'ARS, d'ailleurs dans le cadre du plan régional santé-environnement, développe une capacité de faire gratuitement, pour les collectivités et les porteurs d'actions publiques qui le souhaitent, des études d'impact en santé, pour qu'ils puissent, dans leur projet, avoir un accompagnement pour les aider à savoir dans ce qu'ils font, est-ce que ça aura un impact sur la santé ou pas, positif ou négatif. Et évidemment, dans ces études, il y a aussi des préconisations pour améliorer le projet afin qu'il ait un impact plus positif pour la santé. Voilà. Donc, à l'échelle d'une ARS, on a un certain nombre de leviers, ce serait très long de tous vous les expliquer. Moi, je voulais aujourd'hui partager avec vous les 4 qui me semblent les plus fréquemment utilisés. La commission de coordination des politiques publiques sur la prévention, les contrats locaux de santé avec les collectivités, le plan régional santé-environnement et l'accompagnement qu'on peut faire des collectivités sur leurs différents projets en leur proposant gratuitement de faire des études d'impact en santé. Merci beaucoup, Benoît. Clara, tu veux... Oui, chez nous, peut-être quelques nuances. Les plans de prévention et tous ces trucs-là, je suis à peu près convaincue que ça ne sert pas à grand-chose, à part que c'est utile, la démarche intellectuelle est utile d'être menée régulièrement, mais je ne suis pas convaincue que la planification, ce soit même possible dans un territoire qui bouge aussi vite, puisque je dis parfois la Guyane, c'est les années 50, et je le dis avec beaucoup de fierté. Hein, on est vraiment dans une période où on bâtit énormément de choses et où on construit la Guyane des 30 prochaines années. Il faut, pour répondre à ta question et compléter surtout, parce que je suis d'accord, bien sûr, et je viens de dire, Benoît, notamment sur les questions de contrats locaux de santé, j'ai tout à fait la même analyse. C'est aussi être un bon connaisseur de ce qui se passe en dehors de la sphère santé. Lire la presse locale, avoir des réseaux d'informateurs, faire de l'intelligence économique, savoir qu'il va se décider bientôt de construire ou de ne pas construire tel pont, telle route, telle école, tel je ne sais pas quoi, ou que tel opérateur qui n'est pas santé est en difficulté et que peut-être si on arrivait, nous, à ce moment-là, on pourrait le sortir d'une difficulté et que quelque part, il nous renvoie l'ascenseur en nous intégrant dans son projet. Je donne un exemple. Si on sait qu'il il se construit énormément de logements en Guyane, pas assez, mais il s'en construit énormément, comment est-ce qu'on peut faire de la stratégie d'influence pour être en gros suffisamment pote avec les opérateurs pour qu'ils pensent à mettre de l'habitat inclusif tout de suite dans qu'ils y pensent sans même qu'on ait besoin d'être dans les réunions, dans ceci, dans cela. Qu'est-ce qui leur manque pour boucler leur tour de table et est-ce que moi je peux les aider à boucler ce tour de table pour choper en fait les opportunités et ne pas attendre de devoir corriger comme tu l'as dit tout à l'heure, Linda. Donc une très bonne culture générale de ce qui se joue en ce moment dans le territoire, dans les autres sphères que celle de la santé. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent nous chercher ou qu'ils pensent à nous. Et donc, il faut être omniprésent sur le territoire, dans les médias, etc. En tout cas, ça, c'est moi que je pense ça ou je rationalise mon propre attrait pour la lumière. Je pense que c'est compliqué de ne pas savoir que j'existe et que je pèse, que j'entends peser sur les décisions, que je peux apporter une aide, y compris mettre en lien deux personnes ou régler un conflit
qui n'a rien à voir avec le sujet ARS. Mais entre deux opérateurs, parce qu'il se trouve que je suis pote avec les deux et que je vais leur résoudre un problème et qu'à un moment donné, quelque part, je vais être dans leur tissu et ils vont penser à moi, à me demander une expertise, à me dire « Ah, tiens, en fait, on pourrait peut-être inviter l'ARS ou lui demander son avis sur tel ou tel projet. » Donc, c'est vraiment une stratégie d'influence qu'il faut développer et donc se décentrer. Enfin, ça sert à ça qu'on ait à la fois des services prévention, promotion de la santé et à la fois des directions générales des cabinets, mais qu'on fasse aussi de la politique. La politique, ça n'est pas sale. Hein. Il faut vraiment être convaincu de ce que nous sommes des acteurs politiques, nous devons l'être, puisque la santé est politique et qu'il faut comprendre la politique et être dans le jeu politique parce que nous pouvons apporter des solutions et il n'est pas question que les choses se fassent sans nous, même si on ne peut pas se démultiplier. Donc, je crois beaucoup vraiment à cette notion d'intelligence économique, d'être présent sur le territoire. C'est ça aussi la prévention, promotion de la santé, d'entendre ce qui se passe sur les débats publics sur tel ou tel grands travaux ou que sais-je encore, et puis apporter des solutions. Par exemple, là, nous avons une PMI qui est en difficulté en Guyane depuis longtemps, c'est d'ailleurs rappelé dans le rapport qui vient de sortir, le rapport est sorti ce matin, sur le site de l'IGAS, sur un futur CHU en Guyane et le renforcement de la prévention et de l'offre de soins en Guyane, la PMI a de grandes difficultés, en particulier de grandes difficultés à recruter et des médecins, des sages-femmes. Comment est-ce que moi, ARS, je peux apporter mon aide, moi qui ai aussi du mal à recruter, mais comment je peux apporter mon aide concrète pour recruter, aider la collectivité à recruter ces professionnels en mettant dans la balance le fait que je souhaite des recrutements à temps partagé pour que les acteurs de la PMI aient aussi un temps hospitalier parce que ça n'est plus possible de continuer avec des équipes qui, parfois, parce qu'elles sont aussi un peu épuisées, s'ignorent ou parce qu'elles sont rattachées à des institutions qui s'ignorent ou qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Comment par le biais et là en l'occurrence c'est ce que je suis en train de faire, je peux recruter des PADU, donc des praticiens à diplôme hors Union européenne, mais je n'ai le droit de les recruter que dans les hôpitaux. Eh bien je suis en train de proposer une dérogation pour que l'hôpital de Cayenne par exemple recrute un pédiatre ou un gynéco à diplôme hors Union européenne et le mette à disposition à temps partiel à la PMI. Je mise sur le fait que quand les équipes travailleront ensemble, vont émerger de fait des solutions. Je dois aussi faire confiance et me dégager de l'envie de faire moi-même. Comment est-ce que je peux, moi, valoriser les compétences, donner confiance aux acteurs, les faire travailler dans de meilleures conditions et faire le pari que de là émergeront les bonnes solutions. Merci beaucoup, Clara. Je propose du coup qu'on s'arrête là. On avait peut-être prévu un temps de questions avec la salle, mais je n'ose pas vous demander davantage de temps, Benoît et Clara, parce que je vous moi, sais. s'il faut, parce que c'est vrai que c'est bien aussi que les gens peuvent poser un peu de Comme questions. tu veux, Clara, je ne sais pas quelles sont tes contraintes, Moi, comme je tu es en peux pleine aussi, journée. et puis je peux aussi répondre plus tard à toutes vos questions que vous me poserez, si vous le souhaitez, sur tous les réseaux possibles. J'ai eu fait ça pour d'autres webinaires. N'hésitez pas à cheminer et à poser aussi des questions plus tard, si nécessaire. Je m'engage à répondre à toutes les questions, en Très public bien. ou en privé. Très bien. Alors pour ceux qui peuvent rester avec nous, c'est votre moment. Si vous avez des questions à poser à Clara ou Benoît ou les deux, je vous en prie, exprimez-vous. Je peux poser une question du coup. Allez-y. Du coup, quand on entend les politiciens dire que les ARS sont des grosses entités administratives qui sont très lents, vous, quel est votre retour par rapport à ça quand vous entendez ce genre de chansons, enfin, ou de refrains? Je sais pas. Je crois que c'est une mode et que, comme disait le collègue des GDRS de PACA lorsqu'il a été interrogé par la commission d'enquête parlementaire, par la MEX, pardon, la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale du Sénat,
Il a dit, je vois mes propres élus de PACA donc, dire ça à la télé, je leur passe un coup de fil juste après et ils me disent, ah mais non, c'est pas vous, c'est pas dans votre ARS, c'est dans les autres ARS. Voilà, donc bon, on a besoin de plus de proximité. C'est clair que je pense que les grandes régions sont dans une situation certainement beaucoup plus complexe que la mienne. Moi, j'ai une grande région, mais j'ai un seul département et je n'ai que 22 maires. Je peux leur passer un coup de fil, ils peuvent me passer un coup de fil, ils ont mon numéro de téléphone, c'est très facile. On est dans une très grande proximité ici et je n'ai pas encore vu, mais peut-être j'ai mal vu, d'élus guyanais. Mais je pense que voilà, il y a un peu du bashing, un peu gilet jaune et tout ça. Je ne dis pas qu'on a toujours été parfait. C'est aussi un changement de paradigme pour certains de nos agents qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas tous changé, et ce n'est pas un jugement de valeur, de posture professionnelle entre un début de carrière qui était plutôt dans de l'inspection-contrôle ou dans de l'instruction administrative de dossiers et les métiers d'animation territoriale qui n'ont absolument rien à voir et on ne peut pas demander à tous de faire ce changement et d'avoir les formations, les capacités de transformer véritablement leur façon de travailler. Donc oui, il y a certainement un peu de vrai, mais il y a aussi un peu de bashing assez facile, quoi. Oui, moi, tout à fait d'accord. Alors, il y a un peu de vrai. Alors, le un peu de vrai, il est sur ce que Clara vient de dire, hein, une posture qui est différente des anciennes DAS et DRAS qui étaient très tutelles. Voilà, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans l'animation territoriale et notamment sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. Il y a une autre raison où c'est vrai et où c'est bien que ce soit vrai. Enfin, où c'est bien, ou en tout cas où c'est un choix. Moi, j'ai plusieurs fois parlé, parce que les journalistes nous ont beaucoup posé de questions là-dessus quand ça a été, là, ça s'est un peu calmé, mais c'était la période de la bureaucratie. Les ARS sont des instances bureaucratiques. Et c'est vrai que des fois, on est bureaucratique, mais les ARS sont bureaucratiques parce que ce sont des services de l'État et que les Français souhaitent de la bureaucratie. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple très simple que je donne à tous les journalistes et ils comprennent en général. On est dans un sujet assez, somme toute vraiment très commun. Il existe un territoire où il n'y a pas assez de médecins. Vous voyez, un sujet vraiment qui arrive partout. Et donc, on veut aider un peu des médecins à venir s'installer dans ce territoire. Donc, un truc pas bureaucratique, c'est que moi, DG d'ARS, je dis, c'est pas compliqué, je vais faire un petit chèque, je vais donner de l'argent à un médecin qui viendrait s'installer. Ça, c'est pas bureaucratique et c'est rapide. Ah, attention, hop. Équité. La France, c'est l'équité. Il faudrait surtout pas que moi, je donne plus d'argent à un médecin qu'une autre région. Donc, je ne peux pas décider quelle somme je donne. Il faut qu'une convention nationale des médecins décide la somme que je peux donner. Ok, c'est déjà un peu plus bureaucratique. Ok, bon, ça y est, donc je peux lui donner la somme, parce que maintenant la somme… non, parce que tu as jugé, toi, DGARS, que ce territoire était sous-doté. Mais il faut être sûr que partout en France, on ait la même façon de juger qu'un territoire est sous-doté. Il ne faudrait pas que deux médecins dans des circonstances identiques ne puissent pas avoir la même aide. Donc, il faut faire un zonage national avec le même indicateur et le même critère. Ok, d'accord. Je fais ton zonage. Ça y est, je peux lui donner le chèque. Hop, attention. Faudrait pas qu'il nous arnaque. Faudrait pas qu'en fait, il s'installe là, mais que la majorité de ses patients soient issus d'une autre zone. Donc, on va contrôler son activité pour vérifier qu'il sert bien les patients qui sont dans cette zone-là. Parce qu'il pourrait être malin et se mettre à la frontière. Ok, donc on va l'évaluer. Bon, est-ce que je peux maintenant enfin le payer ? Et je vous ai donné… Et donc, enfin, un truc très simple se transforme à une convention nationale qui, tous les 5 ans, fixe les aides qu'on peut donner, un zonage avec des indicateurs nationaux. Alors, attention, je dis, OK, je fais mes zones. Non, attends, tu fais tes zones. République française, concertation. Tes zones, il faut les mettre dans un projet régional de santé. Il faut que tous les conseils départementaux, la région, les syndicats de médecins puissent donner un avis. Tu ne crois pas que tu vas pouvoir faire tes zones tout seul quand même. Il faut qu'ils puissent être concertés.
Et donc, à la fin d'un truc très simple, qui est d'aider un médecin à s'installer dans une zone sous-dotée, on arrive à un système d'une bureaucratie monstre avec un principe qui est le principe d'équité. Eh bien, en fait, il faut vous dire que quand on critique l'administration sur sa bureaucratie, elle est souvent liée derrière à des contraintes qu'imposent les Français et qu'impose la population, parce que la population française ne supporte pas l'injustice, et notamment en termes de santé. Je vous donne un autre exemple qui peut avoir lien avec la prévention. J'ai un chirurgien orthopédiste qui vient me voir en me disant, écoutez, je soigne des grands-mères qui se pètent la hanche. Franchement, j'ai vu que c'était lié au fait qu'elles ne se nourrissaient pas bien, elles étaient un peu dénutries, ça fragilise. Donc, j'aimerais bien qu'on leur paye des séances de diététiciens qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale pour qu'elles aient une meilleure nutrition. Bah, ok, d'accord, c'est un bon projet, je vais te donner de l'argent. Oh non, 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 mon Dieu, attends, il ne faudrait pas qu'un patient ait droit à un service de soins payé par l'argent public et qu'un autre n'a pas le droit. Donc, il faut que tu le présentes sous forme d'expérimentation, il faut faire un dossier. Ok, bon, je vais te faire un dossier. Après, non, attends, si on devait le faire à tout le monde, combien ça coûterait? Il faut que ça passe par la conférence des financeurs nationales et qu'il y ait un projet qui puisse évaluer le coût global. Ok, je vais te faire le projet avec le coût global. Et puis, ah non, attends, est-ce que tu es vraiment sûr que c'est bien qu'un diététicien, ça aide pour une prothèse de hanche? Il faut que la haute autorité de santé valide que scientifiquement, on a des bases qui nous permettent de dire que. Donc, il faut faire aussi un dossier avec 3 PUPH qui sont d'accord. À la fin, ton orthopédiste, il dit, vous êtes trop bureaucratique. Il faut que je fasse un article 51 validé par la HAS et la conférence des financeurs. Je voulais juste que mes petites mamies, elles aient des conseils diététiques gratuits et qu'on peut leur offrir pour qu'elles se pètent moins la hanche. C'est terminé, on est bureaucratique. Donc, aujourd'hui, oui, on est bureaucratique parce que il y a un certain nombre de concepts et notamment d'équité, d'accès à des soins de qualité identique. Alors, le pire, c'est qu'on le fait pour l'équité et en fait, on ne l'est pas équitable, hein. On ne l'est pas du tout, hein. Il y a quand même des territoires où on a plus accès aux soins qu'ailleurs, hein. Donc, on le fait pour des principes qu'on n'arrive pas obligatoirement à respecter. Après, là où les élus, hein, notamment les élus, et là je veux insister auprès de vous parce que quand les élus se plaignent des ARS, alors en tout cas en métropole, hein, en fait les élus, ils n'ont qu'une seule problématique. Ils disent, vous n'êtes pas assez à l'écoute du territoire, vous n'êtes pas assez à notre écoute, vous n'agissez pas, vous ne tenez pas compte du territoire, et ils n'ont qu'une seule problématique, c'est je n'ai pas de médecin généraliste dans mon village. Ce qui m'a fait dire à la même commission d'enquête qu'évoquait Clara, que quand les élus nous disaient, alors ça a fait rire toute la commission d'enquête quand j'ai dit ça, parce que vous savez que dans les compétences des ARS, il y a notamment le contrôle des eaux de baignade. Voilà, ça fait partie de… Voilà. Et donc, j'ai dit, mais vous savez, quand on a des missions, on est présent sur le territoire. Il n'y a pas une plage où l'ARS n'est pas. Voilà, j'ai dit cette phrase-là, ça fait un peu sourire, mais pour montrer, non, mais il n'y a pas une plage ou un lac où on se baigne ou un point de captage d'eau qu'on doit contrôler aussi pour l'eau potable. Donc, quand on a des missions où on peut être actif, on agit en très grande proximité. Le problème sur la médecine libérale, c'est qu'on n'a pas obligatoirement beaucoup de moyens d'action pour donner un médecin généraliste à un petit village qui en a besoin. Et donc, comme on n'arrive pas à répondre à leurs problèmes, ils disent que c'est parce qu'on ne les écoute pas. Ce n'est pas parce qu'on ne les écoute pas, c'est que, vous le savez bien, ce n'est pas simple de ce sujet. Mais quand vous discutez avec les élus qui se plaignent, en tout cas en métropole, hein, Clara, tu nous diras, mais moi des ARS, à chaque fois qu'ils se plaignent, ça n'est que cet argument-là. Quand ils disent, oui, vous n'êtes pas présent sur le terrain, je dis, mais qu'est-ce qui te manque? On a un contrat local de santé, on fait de la prévention avec toi, on contrôle ton eau, on contrôle les eaux de baignade, on est présent ensemble sur l'habitat insalubre, sans aucun problème, on est dans tes cantines des écoles. C'est quoi le problème? Ben, je n'ai pas de médecin généraliste. Ça dépend de beaucoup d'autres critères. Merci beaucoup, Oui, Benoît. Clara, tu voulais… Oui, il y avait et François… puis, c'est souvent aussi le risque de la demande de territorialisation des indicateurs. Elle est juste, mais parfois, en fait, ça pourrait nous amener, si nous ne sommes pas des garants de certains principes républicains d'équité, à du moins-disant ou à du mieux-disant au niveau des rémunérations. Sur les critères santé-environnement, c'est typique. Sur le zonage, j'ai aussi des tonnes d'exemples là-dessus, mais le zonage des sages-femmes, il est calculé par rapport au nombre de femmes en âge de procréer. Les femmes en âge de procréer en Guyane, déjà, elles procréent 2 fois plus.
Donc, si vous regardez l'indicateur national, on a un bon nombre de sages-femmes, alors qu'en fait, il nous en manque, on en a la moitié si on regarde par nombre d'enfants. Si on regarde par nombre de femmes, ça va. Si on regarde par nombre d'enfants, ça ne va pas. Et puis, les kinés sont aidés à s'équiper au plan informatique si et seulement si ils ont une part suffisante de patients qui ont la carte vitale. Donc, les kinés à la frontière du Brésil qui ont un tas de patients qui sont non assurés sociaux et n'ont pas de carte vitale parce que juste ils ne sont pas français, il ne peut pas avoir l'aide de l'assurance maladie parce que ce n'est pas prévu comme ça dans la Convention nationale. Donc, on a des tonnes d'exemples, en effet, sur parfois la nécessité d'adapter et de pousser les murs au niveau de Paris pour vraiment adapter les politiques publiques à nos spécificités. Et puis, parfois, il ne le faut surtout pas. Si j'applique strictement les critères de zonage des masseurs-kinésithérapeutes, alors je ne donne pas d'aide à l'installation aux masseurs-kinés qui viennent à Cayenne. Je n'en donne qu'à ceux qui s'installeraient à Camopi ou à Maripasoula. Ils n'iront pas. Ils n'iront pas. Donc moi, la répartition équitable sur mon territoire, c'est une hérésie. Il ne faut surtout pas, puisque là, je donnerai de l'argent à personne. Donc moi, je dois donner de l'argent à des gens qui acceptent d'arriver juste en Guyane, même s'ils se mettent tous au même endroit, c'est-à-dire à Cayenne. Et ensuite, je veux pouvoir négocier avec eux le fait que certains d'entre eux aillent à nos frais, si nécessaire, en Guyane intérieure pour faire des missions de dépistage, de prise en charge des patients à l'intérieur de la Guyane. Et je repasse la main parce que quelqu'un va intervenir. Roger, il y avait François, juste, pardon. il y avait François Dabis qui avait demandé la parole et Monsieur Elazouzi, et je te la donne juste après. Merci Linda, vous m'entendez? Tu m'entends? Oui. Oui. Ouais, d'accord. Très bien, merci beaucoup. Donc moi, je suis PUPH, mais sur mon activité hospitalière, je m'occupe finalement de la prévention et de la promotion à la santé sexuelle autour du Corévi. Et puis, j'ai une fonction d'administrateur, de président de l'IREPS. Moi, j'ai trouvé votre débat et vos interventions tout à fait pertinentes et passionnantes, parce que vous avez parlé des métiers et des méthodes. Je ne suis pas sûr de dire que il faille justement séparer tout à fait les professionnels de la promotion de la santé, des professionnels de la prévention, puis peut-être aussi d'ailleurs de ceux du dépistage. Vous avez axé justement aussi bien l'un que l'autre, et c'est normal, dans les deux types de territoires, on a la même problématique, bien distinguer les populations vulnérables et les inégalités. Par contre, je vous ai trouvé relativement peu, vous avez peu parlé des problématiques de financement de la prévention et d'une manière générale des financements des questions de santé publique et de celle-ci en particulier, avec peut-être même un discours assez dur, je trouve, sur la professionnalisation des acteurs, la multiplicité des acteurs, sur l'évaluation de ce que l'on doit faire. Donc moi, je vous ai trouvé très dur sur les questions alors que la question centrale du financement, pour moi, elle est assez évidente. On est extrêmement peu financé dans ce domaine avec multiplicité d'acteurs. Donc, je voulais juste vous poser une question générale. Le Ségur de la santé, il y a 9 mois, a posé clairement beaucoup de questions en proposant des solutions, a dit que les questions de santé publique n'avaient pas été abordées correctement dans ces débats-là. On nous a parlé depuis d'un Ségur de la santé publique dont il semblerait qu'il est constamment repoussé pour des tas de raisons légitimes, j'imagine, vu le contexte, mais quand même pour laquelle on n'a pas du tout de visibilité. Donc, je m'interrogeais de savoir si au niveau régional, des assises de la santé publique ou une réflexion assez générale sur les questions dont je viens d'évoquer, et notamment sur la question du financement, n'était pas opportune. Alors, M. Elbord a parlé, bien sûr, d'un tas d'instances qui discutent déjà de ça. Est-ce qu'on discute suffisamment, et notamment de la nécessité des moyens qu'on devrait mettre en rapport avec les enjeux qu'on attend de la prévention? Voilà, je m'arrêterai là, c'est un peu général, mais c'est la question du financement et du Ségur de la santé publique que je pose. Alors, je commence. Donc oui, est-ce qu'on parle assez du... Est-ce qu'on en parle assez? Est-ce que c'est transparent? Non. Non, pas transparent du tout. Il faut que ça le soit plus. Et c'est pour ça, alors, après, c'est un peu technique, hein, mais vous avez aussi donc, ce qu'on appelle, dans le monde de la santé, j'en ai pas parlé, ce qu'on appelle une démocratie sanitaire, c'est-à-dire une capacité à pouvoir parler avec le représentant des acteurs. C'est la conférence régionale de santé et l'autonomie qui a notamment une commission spécifique sur la prévention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des décrets suite au Ségur, parce que le Ségur a quand même évoqué cela aussi. Le Ségur a évoqué des fois le manque de démocratie sanitaire sur un certain nombre de sujets. Et suite au Ségur de la santé, il y a des réflexions sur l'évolution
des compétences de ces instances de démocratie sanitaire, et notamment dans les projets qui sont discutés en ce moment, il y aurait la nécessité pour les ARS de pouvoir présenter devant les instances de démocratie sanitaire un certain nombre d'objectifs de dépenses du FIR, qui est le fonds d'investissement régional qui nous sert à financer la prévention, pour qu'il y ait au moins une meilleure transparence avec les acteurs de comment on utilise les financements. Donc, ça, c'est juste la question de transparence et d'information. Ça ne règle pas la question de y en a-t-il assez ou pas sur la prévention. Alors, je sais, il y a jamais assez de toute façon sur la prévention. Vous savez que on ne donnera jamais assez pour la santé. Après, ce qu'on donne de la santé dépend de la richesse de notre pays et la capacité de prélever sur les cotisations sociales pour financer notre offre de santé. Ce qui est sûr, c'est qu'avant le Ségur, le Ségur a un peu changé les choses, mais avant le Ségur, les enveloppes avaient tendance à tous diminuer, sauf la prévention. En gros, on donnait de moins en moins aux soins et on donnait de plus en plus à la prévention. Alors, on partait de loin, mais en tout cas, depuis que moi je suis dans le métier, j'ai toujours connu une augmentation des moyens donnés à la prévention. Alors que pour le soin, c'est d'ailleurs ce qui a donné le Ségur, on a serré la vis aux hôpitaux notamment depuis des années. Donc à la fin, ça a même craqué. Voilà, vous l'avez vu cet été. Et donc il a fallu faire un geste parce qu'à force, ça craquait de serrer la vis aux hôpitaux. À l'inverse, sur la prévention, on a donné de plus en plus de moyens. Le problème, c'est qu'évidemment, plus on a de moyens pour la prévention et plus on est exigeant sur la façon d'utiliser ces moyens. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon analyse, je ne sais pas ce qu'en pense Clara, mais encore une fois, là, il y a aussi une petite différence dans nos territoires et l'histoire de nos territoires sur le sujet. Mais c'est vrai que le financement de la prévention doit s'accompagner d'une réflexion sur la professionnalisation de la prévention. Et d'avoir aujourd'hui, de reposer sur beaucoup d'acteurs associatifs, auto-formés, voilà. Des fois c'est bien et des fois c'est pas bien. Alors, c'est sûr qu'on a aussi, je mets de côté toutes les actions de prévention qu'on fait avec d'autres institutions publiques et avec les collectivités, où là, c'est différent. Mais c'est vrai que sur le financement de la prévention, il y a une question de la professionnalisation de la prévention. Aujourd'hui, quand on a des beaux projets qui peuvent marcher, on arrive à trouver des marges pour les financer. C'est très rare qu'on vienne me voir avec un projet de prévention ambitieux, efficace, qui marche et pour lequel je sois obligé de dire non. Alors, on vient me voir avec un tas de projets d'applications santé qui doivent changer la face du monde, un tas de structures qui ont des idées novatrices, jamais testées ailleurs et qui sont capables de sauver des millions de vies. Ça, oui, et je ne réponds pas obligatoirement positivement. Mais par contre, quand il y a des vrais projets basés sur des actions démontrées et qui ont un vrai impact, on arrive généralement à trouver les marges de le faire. On aimerait encore plus le faire aujourd'hui. Et je pense notamment aussi peut-être, on n'a pas sur la prévention, et ça c'est un sujet sur lequel, une fois que le Covid nous aura laissé un peu tranquille, je souhaite travailler dans la région, c'est qu'on n'a pas assez travaillé sur les autres sources de financement que les financements de l'ARS. Et de coordonner la façon de récolter ces sources de financement. Mon idée, par exemple, je pense que nous devrions avoir dans la région une fondation dont l'objectif est de récolter des fonds auprès de l'ensemble de ceux qui veulent participer à la prévention, et il y en a beaucoup, des gens qui sont prêts à aider sur la prévention, et que cette fondation puisse participer au financement des acteurs de prévention, parce qu'aujourd'hui, c'est chaque acteur de prévention qui doit essayer d'aller chercher des financements. Ça prend beaucoup de temps, c'est compliqué pour eux, c'est compliqué aussi pour les gens qui veulent aider parce qu'ils ne savent pas si l'action est bonne ou pas bonne. Donc, je pense que sur le financement de la prévention, moi, mon grand projet pour améliorer les choses, c'est d'essayer de mettre en place dans la région une fondation qui permettra d'aider à récolter des fonds sur tous ceux qui veulent en donner, les
entreprises, des particuliers ou autres, et de pouvoir aider au financement, en plus des financements de l'ARS, sur des actions de prévention. C'est très clair. Merci beaucoup de vos réponses. Abdesalam. Oui, pour ce qui est de la Guyane, je n'en ai pas parlé parce que je suis convaincue que ça n'est pas le principal sujet, que nous avons là aussi des enveloppes de prévention qui ont beaucoup augmenté et que si on avait tout d'un coup une manne qui arrivait, je ne sais pas si on pourrait correctement l'employer. Je crois qu'il ne faudrait pas rentrer dans une crise de croissance non plus. Il nous faut des opérateurs, des structures et des projets matures. Et puis parfois des questions aussi peuvent se poser. Faut-il mettre de l'argent pour un scanner compte tenu de tout ce qu'on pourrait faire en prévention, promotion de la santé avec cet argent? Merci Clara. Abdesalam? Oui, alors moi, je suis chargé de mission santé publique et la question que j'avais concerne également le financement de la prévention et promotion de la santé, le budget dont on parle souvent. Vous savez que selon l'INSEE, et ça c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi, 85% des décès prématurés pourraient être évités par des actions de prévention, alors que seulement 38% qui pourraient être évités par une amélioration de la prise en charge du système de soins. Donc c'est l'INSEE qui le dit. Le paradoxe, c'est que c'est la part réservée la part du budget réservé à la prévention. Le chiffre que j'ai, c'est qu'en 2014, par exemple, la France n'a consacré que 2,23% des dépenses de santé à la prévention. Je ne connais pas les chiffres d'aujourd'hui. Est-ce que ça a évolué ou pas? Mais ma question, c'est, je suis sûr que vous êtes, je ne vais pas vous dire est-ce que vous êtes conscient, mais je vois d'après votre discours que vous êtes conscient de l'orientation des services de soins, notamment hospitaliers, vers la prévention. J'aimerais savoir, est-ce que ça fait partie de vos priorités? Lorsque je considère que l'ARS, c'est un ministère au niveau régional, vous avez l'autonomie financière. Donc, est-ce que pour vous, c'est une priorité dans votre politique? Je me permets de répondre tout de suite pour rebondir sur ce que je disais à l'instant. On a, et Benoît l'a dit tout à l'heure, un sujet autour du temps. En Guyane, on a un gros risque d'accidents vasculaires cérébraux du fait des sujets dont on a parlé, alimentation, obésité, etc. Est-ce que je mets mon argent uniquement sur la prévention des AVC et j'en aurai moins dans 40 ans? Et d'ici là, les gens ils vont continuer à crever la gueule ouverte, pardon, mais c'est un peu ça, ou espérer qu'il y a un avion pour aller les opérer aux Antilles, ce qui coûte une fortune, ou est-ce que je réserve de l'argent pour que d'ici 5 ans, on puisse avoir un plateau de neurochir en Guyane? Eh bien, je réponds, je veux un plateau de neurochir en Guyane. Je ne peux pas laisser des générations mourir ou être handicapés par leur AVC au motif qu'il n'y a pas d'offre de soins et au motif que les actions de prévention du passé n'ont pas été suffisamment efficaces. Pour aller dans le même sens, hein, alors, on est soumis, c'est vrai qu'on décide, par contre on est dans un pays, on est dans une démocratie. Et donc à un moment, il faut qu'on réponde aussi à ce que souhaite la population. Et on a une population française qui est très attachée à son offre de soins, vraiment très très attachée. Hein. C'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, c'est moins dans les pays anglo-saxons qui ont construit leur système de santé complètement différemment, tandis que nous, on a construit notre système de santé sur le soin et l'assurance maladie qui rembourse le soin, pas la prévention. Il n'y a pas de tarification à l'acte de la prévention. Donc notre système de santé, décidé par la démocratie et par les populations, c'est très ancré. Alors, c'est notre rôle à tous, hein, conjointement, d'essayer de convaincre et de persuader qu'il faut que ça évolue. Alors,
on y arrive, hein, parce que donc à l'échelle d'une agence régionale de santé, alors après moi je ne vous réponds pas à l'échelle nationale, mais donc quand on a des budgets au sein du fonds d'investissement régional, hein, qui est notre compte en banque, hein, le fonds d'investissement régional, on a donc une partie qui est réservée pour la prévention et puis une partie pour le soin et une partie pour le médico-social. Il y a déjà une règle qui est importante, c'est que nous n'avons pas le droit de prendre, théoriquement, je vois Clara sourire, mais moi je ne le fais pas, je n'ai pas le droit, on n'a pas le droit de prendre des crédits qui étaient fléchés prévention pour financer du soin. En revanche, nous avons le droit de prendre des crédits qui étaient fléchés sur le soin pour alimenter la prévention. C'est ce qu'on appelle la fongibilité asymétrique, autre terme technique. Depuis plusieurs années, mon prédécesseur avait mis ça en place, et alors là on est avec l'année, avec le Covid et le Ségur, c'est un peu différent, mais moi je suis tout à fait dans cet état d'esprit. Nous faisions fonctionner la fongibilité asymétrique et petit à petit nous prenions de l'enveloppe soins pour renforcer l'enveloppe prévention à hauteur de plusieurs millions d'euros par an. Donc en Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas où c'est dans les autres régions, mais on avait conscience de ça et donc de rééquilibrer la prévention par rapport aux soins. C'était déjà fait à l'échelle nationale, comme je vous l'ai dit, parce que les enveloppes qui sont données globalement, elles étaient plutôt en diminution pour le soin et en augmentation pour la prévention quand elles étaient préfléchées. Mais nous, on allait au-delà de ça en utilisant la fongibilité asymétrique et en prenant de l'enveloppe de soins pour mettre dans la prévention et le médico-social, parce que le médico-social, notamment sur les personnes âgées, était aussi un peu le parent pauvre, hein. Et on a bien vu pendant cette crise Covid que nos aînés, il fallait s'en occuper. Donc voilà, donc on a un peu les moyens de le faire, et quand on peut le faire, on le fait. Et en Nouvelle-Aquitaine, et pour le coup, c'est mon prédécesseur qui avait mis en place cette politique. Moi, je n'ai pas encore eu à arbitrer, mais je la soutenais et je la continuerai. On la mettait vraiment en œuvre. Merci beaucoup pour cette réponse. Roger, tu avais, je crois, Oui. une question. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Oui, j'avais un commentaire pour Benoît Elbod et une question pour Clara Debord. D'abord, je les remercie parce que c'était très intéressant et assez audacieux de mettre deux territoires aussi différents en parallèle dans un même webinaire, et c'est une réussite. Pour Benoît Elbod, je dirais d'abord que quand il a parlé de la professionnalisation, il ne peut pas imaginer à quel point je suis d'accord avec lui. J'ai été à un moment, à une époque où ça s'appelait CRAES, président du CRAES, et j'ai vu des gens remarquables, de grande volonté, mais quand on n'est pas professionnel, on n'est pas professionnel. Voilà. Donc, il a tout à fait raison. Sur le plan de l'évaluation, il a évidemment raison de dire aux étudiants que le problème de l'évaluation d'une action de prévention, elle est à très long terme et que tout le monde a besoin de court terme. Mais je pense quand même qu'il faut bien leur dire aussi à ces étudiants qu'en recherche clinique, ça s'appelle des surrogates, j'aime pas trop ce terme, il y a aussi des moyens d'évaluer non pas un résultat final, parce qu'en effet, il sera à beaucoup d'années, mais d'évaluer des éléments qui nous permettent de savoir qu'on est dans la bonne direction. Et moi, l'évaluation, je veux absolument la défendre. Je pense que lui aussi, c'est un élément majeur et qu'il ne m'en veuille pas, mais je me méfie un tout petit peu du bon sens. À tous les problèmes les plus difficiles, les plus délicats, à tous les problèmes, il y a toujours une réponse rapide, évidente, de bon sens et fausse. Donc, c'est bien d'avoir du bon sens et on ne peut pas être directeur d'ARS quand on n'a pas du bon sens. Mais moi, je suis très favorable à l'évaluation. Je pense qu'il y a des méthodes d'évaluation. Les professionnels dont parlait Benoît, ils doivent être formés à l'évaluation. Et évidemment, l'évaluation de l'efficacité à long terme, elle est très difficile, elle est impossible, mais il y a des surrogates. Et puis, en plus de l'efficacité, il y a un travail d'évaluation de l'efficience. Et tout ça, les étudiants doivent bien le comprendre et bien l'apprendre. Et alors, pour Clara Debord, je ne sais pas si je l'envie d'être en Guyane ou si je la plains, mais tout ce qu'elle fait, ça a l'air formidable et je crois qu'elle y prend beaucoup de passion. Mais je me demande si dans ce territoire, la priorité des priorités n'est pas de revenir à une prévention, dans un premier temps, tout à fait classique et d'insister pour, je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne le crois pas, pour connaître un peu la Guyane, d'améliorer la situation du dépistage, du cancer du sein en particulier, et d'améliorer la vaccination. Alors après, on pourra se poser d'autres questions qu'on se pose plutôt en Aquitaine, mais je voudrais savoir où en est la situation
d'une prévention, appelons ça classique, vaccination, dépistage. Oui, dépistage du cancer du col en particulier, Oui, et vaccination HPV dans des communautés très éloignées, des sujets qui embarquent des questions de représentation sur la santé sexuelle qui sont très délicates. Et donc, on essaye, on a beaucoup travaillé avec le Grand Conseil coutumier qui s'est un peu dissous récemment, mais c'est un travail de longue haleine. Et oui, en effet, il faut être modeste et partir de la base, c'est-à-dire l'accès, le dépistage, le repérage même. On a officiellement un territoire dans lequel il y a très peu de handicapés. Oui, vous avez raison. Comme ça, on n'a rien besoin de faire. Et puis, on a un territoire dans lequel il y a quelques dizaines ou centaines au maximum de bénéficiaires de l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie. Et du coup, tous les financements qui sont assis sur des critères populationnels ou sur des critères de nombre de bénéficiaires de l'APA, et bien, clac, on n'a pas l'argent. Donc, je me bats. Et puis, c'est aussi le nombre d'établissements. Quand on nous a filé l'autre fois, c'était avant le Covid, pour mettre en place une astreinte infirmière de nuit pour les EHPAD. J'ai que 4 EHPAD, j'ai dû avoir, je sais plus, 3 000 € ou un truc comme ça. C'est-à-dire, en gros, des frais de gestion qui sont supérieurs à la subvention qu'on m'a filée. J'ai dit au ministère, gardez-la. Je ne la veux pas. Je ne veux pas, votre argent. C'est minable. Je me mets très en colère dans ces cas-là. Je dis, vos critères populationnels, ça suffit. Donc, tu oui, peux à peine l'égalité, payer etc. l'évaluation avec. Oui. On ne part pas du même point de départ. Et puis, les questions d'évaluation, pour revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au programme BEPI, qui est-ce qui va venir évaluer le programme BEPI? Est-ce que, pardon, je vais être provocatrice, des chercheurs blancs, hommes de plus de 50 ans ou 60? Qui on est, nous, pour évaluer? Est-ce que, puisqu'on fait de la santé communautaire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de l'évaluation communautaire? Comment est-ce qu'on transfère les compétences d'évaluation? Comment est-ce qu'on aide les populations à se munir de la dynamique d'évaluation, si ce n'est encore des outils? Qui évalue? Comment? À partir de quels indicateurs? Vous avez un professeur de santé publique. Vous avez un professeur de santé publique en Guyane. C'est même le seul de la région Antilles-Guyane. Il est très, très bien. Donc, posez-lui la question s'il peut vous aider. Bien sûr, mais même je me suis tournée vers l'ISPED, vers l'EHESP, l'idée étant de développer aussi une formation action pour que, on a dû l'interrompre le projet du fait du Covid, mais le but étant qu'on amène les populations à définir aussi elles-mêmes certains critères d'évaluation et à s'autonomiser, puisqu'en fait, c'est ça qu'on veut. On veut que les populations s'autonomisent et gagnent du pouvoir sur leur santé, y compris et jusqu'à l'évaluation des politiques publiques. Merci beaucoup, Clara. Je pense qu'il va falloir qu'on arrête là. Je vois qu'il y a une dernière question, mais je ne veux vraiment pas prendre plus de temps à Clara et Benoît. Clara a dit qu'elle restait disponible sur tous les réseaux pour répondre éventuellement. Il y a même un 3615 Clara Debord. Il y a un 3615 Clara Debord. C'est la reine du réseau, à savoir que c'est Clara qui m'a appris le fonctionnement de Twitter quand même et qui a créé mon compte Twitter parce que je ne m'y mettais pas. Merci Clara. Merci beaucoup à nos deux orateurs. C'était vraiment très, très intéressant. Je ne regrette pas vraiment d'avoir organisé ce webinaire, au-delà du plaisir de vous retrouver tous les deux. C'était intéressant et je pense que pour nos étudiants, c'était intéressant. Ils me le diront et ils me diront ce qu'ils en ont pensé sur le forum. Et je vous le dirai évidemment, mais je n'ai... Ils disent bien que ça leur a... Voilà, mais je n'ai évidemment aucun doute. Merci beaucoup, beaucoup pour votre disponibilité qui se paye cher en ce moment, j'imagine. Et au plaisir de vous retrouver sur un autre sujet ou dans un autre cadre, et j'espère en présentiel. Voilà.